Chapitre 25. Élémile naquit un 29 janvier par une nuit glaciale et venteuse dans la petite chambre du premier étage que Paul et Malika occupaient maintenant depuis 2 ans. Ce prénom était venu spontanément à la jeune maman quand la sage-femme posa son second enfant sur sa poitrine trempée de sueur, comme une évidence. « Ça veut dire espoir », expliqua-t-elle à Paul qui lui caressait tendrement les cheveux tandis que la famille se regroupait dans la chambre pour admirer la merveille. Tout le monde s'accorda à dire qu'il ne pouvait pas y avoir de prénom mieux choisi en ces temps perturbés. « Et puis au moins il n'y en aura pas 3 dans sa classe » taquina Lionel, beaucoup plus ému qu'il ne laissait paraître. « Je ne savais pas que tu parlais l'arabe. » s'étonna Léa. « Je ne t'ai jamais entendu dire un mot. » Petite, je parlais avec mes parents. Et puis après, il y a eu l'école. J'ai eu l'impression que l'arabe, ça faisait pas normal, ça me gênait. Je n'ai plus voulu parler que français, mais j'ai quelques restes. Léo était bien sûr fou de joie d'avoir un petit frère. Malika avait expliqué plusieurs fois à son aîné que Paul n'était pas le monsieur qui avait aidé à le fabriquer, mais qu'il avait choisi depuis sa naissance de veiller sur lui et de l'aider à grandir, bien qu'il ne soit pas son père biologique, ce qui était encore plus fort. Elle ajouta qu'on dirait parfois demi-frère en parlant d'Élémile et lui, mais que ça ne voulait pas dire du tout qu'ils n'étaient pas de vrais frères, juste qu'un seul des 2 parents, elle, sa mère, les avait conçus tous les 2. « C'est fou que tu aies choisi de l'appeler Élémile, » fit observer Léa. « Ça ressemble tellement au prénom de son arrière-grand-père. C'est presque une anagramme. Y avais-tu pensé ?»« Non, pas du tout. » admit Malika. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé de toute façon. C'est lui qui me l'a soufflé quand on l'a posé sur moi. À Mulbach, la naissance du petit Fischer, beaucoup avaient du mal à retenir son prénom si inhabituel, fut source de beaucoup de joie. On fêta dignement l'événement à l'occasion du rendez-vous Solidarité. Le dispositif de regroupement avait été reconduit à l'identique de l'hiver précédent. En prenant courant novembre leur quartier chez leurs hôtes, les hôtes, marrant d'ailleurs qu'on utilise le même mot pour l'accueillant et l'accueilli, eurent presque l'impression de revenir chez eux après de longues vacances. Cette année, les conditions seraient beaucoup moins rudes. On avait fait des stocks de bois impressionnants, grâce aux incroyables comestibles et aux ateliers cueillettes, les caves et celliers regorgeaient de provisions. Avec l'énergie fournie par la centrale, qui avait été déconnectée du réseau devenu inopérant, chacun pouvait venir brancher ses outils ou son matériel à sa convenance. La règle de 10 km étant toujours en vigueur, la Gustavette servait essentiellement à véhiculer les personnes âgées qui souhaitaient faire des visites à leurs proches ou à transporter de menues affaires, parfois aussi à se rendre chez le médecin à Münster. Mais en l'absence totale de médicaments, c'est plutôt vers la vieille Emma qu'on se tournait pour obtenir une tisane ou un onguent dont elle avait le secret. Et comme il aurait été catastrophique que des secrets aussi précieux la suivent dans la tombe, Léa avait entrepris de se former en sa compagnie. Pour la jeune fille, il n'y aurait plus d'études officielles. Les grèves générales et le chaos qui en avait découlé l'avaient privée de baccalauréat, et à sa connaissance, aucune université ne fonctionnait plus dans un rayon de 1000 kilomètres. Pour éviter que l'analphabétisme ne s'installe chez les plus jeunes, on avait maintenu la classe quotidienne dans la salle paroissiale. Les élèves, à présent, n'étaient plus regroupés par niveau dans les différentes communes du secteur. C'était Madame Klein, l'ancienne maîtresse de CM1-CM2, qui s'occupait des 62 jeunes de 7 à 16 ans que comptait le village. Elle était régulièrement épaulée par des villageois, parmi lesquels Paul, Léa, Nussbaumer et Anne-Cécile étaient les plus assidus. Comme elle, ils étaient bénévoles, puisque la machine de l'éducation nationale avait sombré tout entière dans le naufrage des institutions de la République. On leur attribuait des grains de sel en fonction du temps de présence auprès des élèves, afin qu'ils puissent s'approvisionner au magacel ou se faire soulager de certaines tâches quotidiennes. Les plus jeunes, lorsque leurs parents souhaitaient disposer d'un peu de temps pour eux-mêmes, pour jardiner ou pour rendre service à la collectivité, étaient confiés à Joëlle, qui se révéla être une puéricultrice et une éducatrice prodigieuse. Là aussi, elle bénéficiait du soutien de plusieurs mamans, jeunes ou moins jeunes, qui avaient contribué à la former aux gestes élémentaires et à la psychologie enfantine. Curieuse de tout et désirant s'améliorer constamment, elle avait lu tous les ouvrages de pédagogie que contenait la librothèque installée à la mairie. On s'y promenait en moufle, bonnet et cache-nez, mais elle était très bien achalandée grâce aux nombreux dons des villageois.
La maison de Joël ne se prétend guère à l'accueil des enfants. Il fut décidé que dès le printemps, les machines de la boutique seraient transférées dans la grange Bauer, où on aménagerait un atelier collectif de menuiserie. C'est là qu'on pouvait le mieux disposer du courant fourni par la centrale. Il servirait à la fois aux bricoleurs et aux élèves adolescents, puisque les savoir-faire manuels figuraient en bonne place des programmes élaborés par les têtes de mule, en leur qualité de ministres de l'éducation, de la culture, de l'économie et de la vie sociale, sportive, festive et spirituelle de la République de Mulbach. Ainsi l'avait proclamé Hubert lors d'une récente réunion MVT. Les rencontres de transition tenaient désormais lieu de conseil municipal et étaient ouvertes à tous ceux qui le souhaitaient. Au rez-de-chaussée de la boutique, on disposerait donc d'un bel espace ouvert et lumineux qui ferait une magnifique salle d'activité pour les petits. À l'étage, Léa et Lionel avaient pris leurs quartiers respectifs dans les 2 chambres du gîte, puisque plus aucun invité de l'extérieur ne pouvait y venir depuis le blocus. Chacun avait sa propre douche, mais elle fonctionnait à l'eau froide, faute de courant pour actionner la pompe de circulation des panneaux solaires. Le ballon d'eau chaude se situant en contrebas des capteurs, il ne pouvait pas être alimenté en circulation naturelle par thermosiphon. Lionel rêvait de dénicher un jour un panneau photovoltaïque et un onduleur qui à eux seuls permettraient de faire fonctionner l'installation. En attendant, on continuerait à faire comme tous les habitants de Mulbach et probablement d'ailleurs. La toilette avait lieu dans la cuisine, avec un baquet en zinc et un broc d'eau dans lequel on versait l'eau chauffée sur la cuisinière à bois. Dans ces conditions, les couples étaient favorisés, ils pouvaient se rincer mutuellement. Beaucoup plus facile que de le faire d'une main, l'autre devant soulever un broc de 6 ou 7 kilos à bout de bras. Seuls quelques rusés comme Lionel avaient eu l'idée de suspendre un arrosoir à une poutre du plafond et de l'incliner au moyen d'une cordelette pour faire couler l'eau. À l'étage de la maison, l'ancienne chambre de Léa était devenue celle de Léo. Le bureau avait été attribué à Élémile. De toute façon, le fatras d'ordinateurs, téléphones, fax, imprimantes était devenu un vestige encombrant que personne ne regrettait. Il avait abouti dans un coin de la cave. Paul déplorait souvent que ce fourbi soit impossible à recycler, alors que n'importe quel bout de bois ou de tissu pouvait rendre service, ne serait-ce que comme combustible ou comme chiffon. Au Magacel, on avait décidé de ne pas accepter ce genre de déchets encombrants pour ne pas squatter inutilement les rayonnages. L'électroménager, quant à lui, avait conservé à Mulbach toute sa valeur et son utilité. On avait installé une buanderie municipale dans la maison du vieux Bauer, qui avait été collectivisée faute d'héritiers. Plusieurs machines à laver et sèche-linge y ronronnaient en permanence. Dans la stube, on repassait en bavardant sur l'une des 8 tables équipées de fer à vapeur données, comme toutes les machines, par les villageois qui ne pouvaient plus les utiliser chez eux. Afin de prévenir le risque de gel, toute la maison avait été équipée de radiateurs électriques généreusement alimentés par la centrale. Les services techniques communaux avaient vu un peu large sur le nombre de convecteurs. Il régnait continuellement une chaleur quasi tropicale. Pour utiliser l'énorme surplus d'énergie que n'absorbait pas, malgré tout, la blanchisserie, on avait installé dans les combles une batterie de chauffe-eau électrique qui, dès le printemps, alimenterait une 12aine de douches et 3 baignoires. La maison Bauer allait devenir le point de rencontre de toute la population en se transformant en une sorte d'établissement de bains municipaux. Il était également prévu de mettre en place dans la cave 2 saunas récupérés, comme le reste du matériel, chez des habitants qui ne pouvaient pas les faire fonctionner. Léa passait presque chaque matinée en compagnie de la vieille Emma, son service à l'école ne débutant qu'à 14 heures. Un jour qu'elles préparaient ensemble des petits cornets de tisane de tilleul, elle interrogea la vieille femme, hésitante. « Toi qui as plein d'expérience et qui connais bien les plantes, sais-tu s'il existe un moyen pour... Elle rougit fortement. La vieille herboriste sourit avec bienveillance. « Pour ne pas avoir d'enfant, sans l'avoir décidé ?» devina-t-elle. Léa acquiesça en silence. « Eh bien, je te dirais que je connais quelques procédés pour faire disparaître un bébé qui se serait invité sans prévenir, mais j'ai toujours refusé d'en préparer. Je trouve ça franchement abominable, et c'est risqué aussi pour la maman. Ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas ?» Léa secoua la tête négativement. « Bien, alors tout va bien. Je vais te dire comment on faisait dans le temps avant la pilule, qu'on ne peut heureusement plus se procurer, car c'était une vraie catastrophe pour l'organisme. Depuis l'Antiquité, on avait bien compris où se cachaient les petites graines qui donnaient la vie. On s'arrangeait pour qu'elles ne puissent pas se balader partout.
On les enfermait comme on pouvait, avec du boyau de mouton ou de la vessie de porc, par exemple. Léa fit la grimace. Oui, pas très sexy, je te l'accorde, et moyennement fiable. Plus récemment, il y a eu le latex, plus confortable, mais là aussi les capotes ne poussent pas sur les bords de la feste. Léa sourit. Décidément, Emma, malgré ses 86 ans bien sonnés, n'avait pas épuisé ses réserves d'humour et de franc-parler. La vieille femme reprit, l'œil malicieux. Je passe sur la superbe méthode du docteur Ogino, à qui on doit le baby-boom de la fin des années 60. Pas bête à la base. Elle se basait sur le cycle d'ovulation. Le brave docteur avait juste oublié que, contrairement à lui, la nature sait se montrer fantaisiste et imprévisible, surtout chez les toutes jeunes femmes chamboulées par leurs sentiments et leurs émotions. Les deux femmes échangèrent un regard plein de complicité. Alors, je vais te dire ce que je ferais si j'étais une belle jeune fille de 18 ans, très impatiente de connaître le grand frisson avec son gaillard. Si j'étais moche d'ailleurs, je ferais pareil, sauf que ça serait plus dur pour trouver un volontaire. Cette fois, Léa ne put contenir son hilarité. Non, sérieusement, ma chérie, je vais te répondre. Je pense que la seule manière raisonnable est qu'il ne puisse pas y avoir de fécondation. Sache par exemple, mais on vous l'a sûrement dit au collège, qu'une petite goutte de sperme peut s'écouler dès le début d'un rapport, et qu'elle suffit largement pour qu'Émile ait un neveu de son âge. La jeune fille nota qu'Emma n'avait pas eu de mal à se rappeler son prénom. Donc sauter en marche, ce n'est pas la solution. C'est risqué et assez frustrant. Sachant tout ce que je viens de te dire, c'est à toi d'imaginer de quoi seront faits vos jeux amoureux. Léa eut l'air surprise. Elle espérait découvrir une méthode miracle qu'elle aurait ignorée, mais qu'Emma aurait pu lui révéler. J'aurais voulu te donner un truc infaillible, mais il n'y en a pas. Cela dit, ne t'inquiète pas, vous allez trouver tous les deux en apprenant à vous connaître, à vous apprivoiser. Vous avez des yeux, des mains, une bouche, une peau. L'amour, ce n'est pas juste deux sexes qui s'emboîtent. C'est la fête de deux êtres tout entiers, avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Elle prit un air mystérieux. Puis-je te faire une confidence ? Léa l'encouragea d'un hochement de tête. Personne à part moi ne sait ce que je vais te dire. Ou plutôt plus personne. Il y a très très longtemps, j'ai vécu, disons, une passion. À cette évocation, son visage sembla se transformer. Léa eut l'impression qu'elle avait rajeuni de 30 ans l'espace de quelques secondes. Moi, j'étais veuve et seule. Mon mari s'était tué en voiture 6 mois après notre mariage. J'avais fini par me remettre plus ou moins de mon malheur. J'étais libre et encore assez jolie. Lui, il était pris. C'était un homme marié. Quelqu'un du village ? Chut, petite curieuse, Répliqua Emma en lui secouant le menton. Notre histoire a duré 6 ans. On se voyait 1 ou 2 fois par semaine. Et pas pour jouer aux cartes ou aux dés, crois-moi. C'était plutôt torride. Elle essuya furtivement une larme, mais ses yeux souriaient. Bien sûr, il n'était pas question que nous ayons un enfant. Les gens du village auraient cherché à savoir qui était le père, et tôt ou tard, on se serait fait pincer. Eh bien, vois-tu, nous avons su y faire, avec beaucoup d'imagination et d'amour, et pas trop de fausse pudeur. La jeune fille était subjuguée. Qui eût dit qu'Emma avait vécu de tels moments ? Cela lui fit brusquement percevoir qu'on ne naît pas vieux, et que sur elle aussi, le temps ferait son office. Seules les règles de l'amour, du désir et du plaisir sont éternelles. Tout le reste passe. Le plus dur, c'est qu'il n'a jamais pu avoir d'enfant avec sa femme. Cela venait d'elle. Il avait tout vérifié dans l'espoir d'un traitement possible. Si ça avait été de son côté, tu penses bien qu'on se serait lâché et qu'on en aurait bien profité. Et puis sa femme est tombée malade. Il a pensé que c'était le ciel qui le punissait pour tout le plaisir qu'il avait pris avec moi, sans en avoir le droit. Il était au 36e dessous. On s'est séparés, puis sa femme est morte. Il s'est replié sur lui-même et est devenu un vrai casse-pied. Une lumière se fit dans l'esprit de Léa. Mais alors, c'était... Commença-t-elle, laissant sa phrase en suspens. Lui-même,
Longtemps avant l'eau du canal, c'est moi qui turbinais. Et je peux te dire que c'était sacrément électrique. En rentrant chez elle pour le déjeuner, Léa avait les joues écarlates. Pas seulement à cause du froid piquant. Depuis cette conversation avec Emma, elle s'était mise à envisager sa relation naissante autrement que sous l'angle pratique du souci de ne pas tomber malencontreusement enceinte. À présent, elle prenait vraiment conscience de l'étendue de son propre corps, rencontrant celui d'Hugo, assoiffé lui aussi de découvertes et de plaisir. Mais surtout, elle envisageait des gestes, des demandes, des tentatives, elle imaginait des sensations, des envies. Pour la première fois de sa vie, son désir dépassait le stade de la curiosité et de l'impatience. Elle n'était plus une adolescente craintive, mais une femme amoureuse. À la maison, elle retrouva son père très contrarié. À la faveur de la couche de neige fraîche tombée dans la nuit, il était parti chercher un lot de bois qu'il avait façonné à l'automne, à plus d'1 kilomètre du village. Il s'était muni du traîneau bricolé avec de vieux skis qui servaient aussi bien à apporter des légumes ou des conserves au Magacel qu'à promener Hugo. Une fois la charge arrimée sur l'engin, il s'était attelé à la corde et s'était engagé sur le chemin. L'effort l'avait fait transpirer, ses lunettes s'étaient couvertes de buée. Il les avait retirées et enfilées dans la poche de poitrine de sa parka. Arrivé devant l'appentis, après 20 minutes d'effort, il avait porté la main à la poche. Elle n'y était plus. Il avait refait le trajet en examinant le sol, mais ne les avait pas retrouvées. Elle s'était plantée quelque part dans la poudreuse, épaisse de plus de 20 centimètres. Au pire, tu les retrouveras quand la neige fondra. Le consola Léa. Il ne passe presque personne sur les chemins. Elle ne devrait pas trop s'abîmer. Le problème, c'est que j'ai coupé plusieurs fois à travers bois. Je ne trouverai même plus le chemin que j'ai emprunté. Alors il faut jouer au petit poussé tant que la trace est visible. Dès le lendemain, ils refirent ensemble tout l'itinéraire, aidés de Lionel. En plus de scruter la neige à la recherche d'une trace révélatrice, ils fixèrent aux arbustes des brins de laine rouge qui leur permettraient au beau jour de retrouver le parcours du traîneau. Souvent, une branche craquait sous leurs pas. Ils fouillaient alors la couche de poudreuse, espérant en extraire les précieuses lunettes autant qu'ils redoutaient de les avoir brisées. Mais ils n'en trouvèrent pas la trace. Le soir, le pauvre Paul fut privé de son moment de lecture quotidienne. Léa se chargea donc de la faire à voix haute pour toute la maisonnée. L'expérience fut appréciée de tous, car elle permettait davantage de partage et de connivence que lorsque chacun s'enferme dans son coin avec son livre. Dès lors, il ne fut pas rare que la lecture se prolonge autour d'une tisane par une intéressante discussion littéraire. Inconvénient principal de la formule, la lecture à haute voix est beaucoup plus lente que la lecture silencieuse. Mais chez les Fischer, on avait tout son temps. Et on ferait des économies de chandelles s'il n'y avait qu'un livre à éclairer au lieu de 4. La semaine suivante, Paul se rendit néanmoins à Münster chez le seul des 3 opticiens qui n'avait pas baissé rideau. Comme il s'y attendait, il était devenu rigoureusement impossible de se faire tailler des verres. Mais plus de 200 paires de lunettes d'occasion étaient exposées sur des présentoirs jadis destinés aux montures. J'avais un stock de lunettes destinées aux pays du tiers-monde que je collectais depuis un moment. Ce sont celles de mes anciens clients. Pour certains, j'ai pu retrouver les copies de leur ordonnance et je connais la correction exacte. Savez-vous ce que vous aviez comme verre ? Hélas non. Admit Paul. Alors, je vais vous en faire essayer quelques-unes. Proposa le jovial quinquagénaire. Vous me direz lesquelles vous conviennent le mieux. On procédera par déduction. Après 5 ou 6 essais, un cri strident s'éleva dans la pièce voisine. Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Il reparut quelques secondes plus tard, avec un enfant en turbulette dans les bras. Mon petit-fils. Comme je ne vois pas grand monde au magasin, c'est moi qui le garde. Ma fille a trouvé du boulot à l'imprimerie. L'imprimerie a réouvert ? S'étonna Paul, qui croyait qu'aucune activité économique n'avait résisté à la crise de juin, comme on l'appelait pudiquement. Oui, c'est tout récent. Ils y impriment des livrets de suivi sanitaire pour le ministère de la Santé. Ils sont obligatoires dans les PUC depuis janvier. Chaque habitant doit se présenter au dispensaire du secteur une fois par mois, sans quoi on lui retire sa carte de rationnement. Du coup, elle touche une paye ? Oui, mais ça ne lui sert pas à grand-chose. Ici, il n'y a que le troc qui marche. Et pour manger, on dépend toujours de l'aide d'urgence. Alors, elle met de côté pour les jours meilleurs. Son mari était installateur sanitaire. Il donne des coups de main par-ci par-là, bien qu'il n'y ait quasiment plus une chaudière ni une salle de bain en service dans toute la vallée. Mais quand tout sera fini, il y aura un boulot monstre pour remettre toutes les installations en service. Il compte sur leurs économies pour se remettre à son compte. Tout en bavardant, l'homme avait installé le bambin dans un parc derrière le comptoir et remis une bûche dans le poêle dissimulé par un paravent. Il fit encore essayer à Paul une 20aine de paires.
Soudain, ce dernier fit un geste. Ses lunettes à large monture rose n'étaient pas mal du tout. Vous êtes myope et astigmate, Conclut l'opticien. mais j'ai peur que ce modèle ne soit pas idéal. La différence de correction entre les deux verres est énorme. Ce serait un drôle de hasard que ce soit aussi votre cas. Réessayez pour voir. Paul s'exécuta. Il lui glissa une sorte de cuillère entre l'œil droit et le verre. Qu'est-ce que ça donne? Pas mal du tout. Il glissa l'instrument de l'autre côté, Et là? Oula, c'est très flou. Zut, conclut l'opticien. je m'y attendais. Si seulement je pouvais faire des mesures précises. Mais mon collègue ophtalmo a fermé son cabinet. Il dépanne juste encore pour les blessures oculaires. Il ne peut plus utiliser son matériel, il est entièrement électronique. Et vous n'avez pas de courant? Non, malheureusement. Les 3 centrales hydroélectriques dans les anciennes manufactures ont été réquisitionnées et mises sous scellé. Ce sont des agents spéciaux de l'énergie qui les entretiennent et les surveillent. Il y a bien quelques particuliers qui ont des panneaux photovoltaïques. S'enquit Paul. On y a pensé. Mais ils n'ont même pas le droit de soutirer du courant pour faire tourner une machine ou recharger leur visseuse. Ils sont contrôlés tous les mois. Si leur installation est déplombée, ils risquent d'être expropriés carrément. En regagnant Mulbar-Bredouille, Paul songea qu'ils avaient été bien inspirés de se déconnecter immédiatement du réseau d'électricité. Il s'étonna que personne n'ait encore tenté de récupérer le précieux courant de la centrale Gustav Bauer. Il faudrait désormais se montrer très discret et croiser les doigts pour qu'en haut lieu, personne ne retombe un beau jour sur le droit d'eau ou la demande de raccordement. Paul ne pouvait pas savoir que le préfet, chargé de recenser le potentiel énergétique du département en vue des réquisitions, avait malencontreusement égaré le dossier Mulwatt SAS. Cela avait été, faute de mieux, son coup de pouce à la transition et à MVT, avant d'être affecté à la supervision d'un PUC particulièrement sensible en Île-de-France. Chapitre 26. Le bouche à oreille avait porté jusqu'à Mulbar la nouvelle que certains CAT étaient ravagés par le choléra. « Je me demande ce que sont devenus mes sœurs et mes neveux. » dit Malika inquiète. « J'espère qu'ils n'ont pas atterri dans l'un de ces camps. » Moi, c'est à ma mère que je pense. Répondit Léa. Je ne sais même pas si elle est en France. « Tu ne me parles jamais d'elle? Elle te manque? » Pas vraiment. Je l'ai tellement peu connue. Ce qui me fait bizarre, c'est d'avoir l'impression qu'elle est morte, alors qu'en fait, elle vit sans doute quelque part. Elle pense peut-être à moi, peut-être même qu'elle a envie de me voir. Avant, je me disais que si elle ne le faisait pas, c'est qu'elle ne voulait pas. Mais maintenant, peut-être qu'elle veut, mais qu'elle peut pas. On était mi-février. Cela faisait 8 mois que l'état d'urgence avait été décrété et rien ne semblait indiquer qu'il allait être levé. Pourtant, l'aide humanitaire commençait à se faire irrégulière et le poids des restrictions de plus en plus lourd. À Mulbar, on s'en sortait plutôt bien cette fois encore, mais Léa et Malika ne pouvaient s'empêcher d'imaginer la situation dans les villes ou les CAT, sans chauffage, avec la peur constante des rixes, de la maladie. Par quelques indiscrétions, un mot couvert de membres de la Croix-Rouge, qui continuaient à déposer de temps à autre des cartons de conserve à Mulbar, elles avaient appris que certains PUC avaient très bien tiré leur épingle du jeu et faisaient quasiment figure de quartier résidentiel. On pouvait s'y promener sans risque et s'y procurer des denrées plus variées que les colis d'urgence. La population y avait énormément baissé, ce qui signifiait soit que certains avaient trouvé le moyen de s'exfiltrer, mais y avait-il vraiment intérêt, soit que la mortalité naturelle avait été sévère, soit qu'on y avait fait le ménage. Quoi qu'il en soit, ça faisait froid dans le dos. À la fin du mois, les patrouilles des Nations Unies et de la Croix-Rouge cessèrent. En l'absence de réseau de communication et d'information, il n'y avait aucun moyen d'en savoir la cause, ni si cela signifiait une levée de l'état d'urgence. Les membres de MVT discutèrent longuement de l'opportunité d'envoyer des émissaires en dehors de la vallée pour observer, se renseigner et faire le point. Après débat, le risque fut jugé trop élevé pour satisfaire simplement la curiosité des habitants. Pour la quasi-totalité du groupe, il y avait largement assez à faire sur place pour ne pas se soucier outre mesure de ce qui se passait ailleurs. Hubert, qui était partisan d'une mission de reconnaissance, rappela à l'équipe que gouverner, c'est prévoir, et que pour prévoir, il faut savoir. L'argument fit mouche. On décida de se retrouver le lendemain soir pour en reparler après un temps de réflexion. Peu avant que les membres du Conseil ne statuent définitivement sur la question de partir à la rencontre de l'information, celle-ci vint à eux. Le lendemain, en milieu de matinée, un groupe de PUC débraillés et crasseux entra dans Mulbar. Frédéric Koenig les avait vus s'approcher sur la route. Il avait filé prévenir Hubert, qui vint au-devant des arrivants alors qu'ils s'approchaient de la mairie. Ils étaient 7, 4 hommes,
2 femmes et un adolescent d'une quinzaine d'années. Ils cheminaient sans bagages et apparemment ne cachaient rien sous leurs vêtements. « Bonjour, je suis le maire. » lança Hubert en se tenant à 10 pas avec Frédéric sur ses talons, la bêche à la main. « Vous n'êtes que 7 ?»« Oui. » répondit une des femmes. « On vient de Colmar. On a besoin de nourriture. On n'a pas d'argent, mais on peut vous l'échanger. » « Contre quoi ?» s'enquit Hubert. « Contre des nouvelles. » répondit un des 3 hommes. Le maire pesa la réponse. Au moins, les visiteurs étaient directs. La franchise du propos lui inspira confiance. Après tout, c'était précisément ce dont ils avaient besoin, des informations. Quant à la nourriture qu'il en coûterait, elle ne manquait pas à Mulbach. « Restez ici, leur intima-t-il. Je vais vous chercher de quoi manger. Pendant que vous reprenez des forces, je vais réunir mon conseil. » D'un geste, il demanda à Frédéric de les garder à l'œil. Il s'engouffra dans la mairie et reparut avec 2 gros cartons qu'il posa au milieu de la route. Il recula de 10 pas. « Allez-y, servez-vous. » Les visiteurs s'approchèrent rapidement, mais sans précipitation. La femme qui avait parlé ouvrit le premier carton. « Des colis de survie? Vous n'avez rien d'autre ?» « Vous m'aviez dit que vous aviez besoin de nourriture. » fit observer Hubert posément. « Ouais, mais ça fait des mois qu'on bouffe cette merde. Y en a marre. » glapit l'adolescent. Un des hommes lui envoya une tape derrière la tête. « Cette merde, comme tu dis, a fait qu'on ne crève pas de faim, comme des chiens galeux. Alors surveille ton langage. » le rabroua-t-il sévèrement. C'était probablement son père, un grand homme énergique avec une barbe noire frisée et des yeux de braise. « Merci, monsieur le maire, pour la nourriture. Excusez Kader. Les jeunes sont souvent ingrats. » Derrière les intonations périurbaines, on sentait une personne digne et loyale. Hubert apprécia. « Resterez-vous tranquillement, dit-il. Vous pouvez vous installer sur ce muret au soleil, vous serez bien. Mais surtout, vous ne bougez pas d'ici. Compris ? » « Compris. » répondit le père de Kader au nom du groupe. D'un signe de tête, Frédéric indiqua qu'il se chargerait d'y veiller. Peu avant midi, tout MVT s'était regroupé dans la salle du conseil, le foyer paroissial étant occupé par les élèves. Chacun, au passage, avait salué le groupe de loin, histoire de se faire une opinion. « C'est une chance d'avoir des informations, sans prendre le risque de sortir de la vallée. » exposa Hubert lorsqu'ils furent au complet. « S'ils ne nous en fument pas, objecta Lionel. Moi je préférerais voir par moi-même. » Attendons déjà de les avoir entendus, suggéra Anne-Cécile avec sagesse. On pourra toujours en rediscuter après. Il y a juste un problème. Fit remarquer Léa. Non, 2. Lesquels? Demanda son père. Le premier, c'est que maintenant qu'ils ont vu qu'on a assez de nourriture pour se permettre d'en donner, on ne peut plus les laisser partir. Pourquoi? S'étonna Malika qui donnait le sein à Élémile de l'autre côté de la grande table du conseil. Imagine qu'ils retournent ce soir à Colmar en disant qu'à Mulbach, on leur a donné à manger, comme ça, pour rien ou presque. Demain, il en arrivera 1000. Et après-demain, 20 000. Donc, on les garde ici, il n'y a pas le choix. Admit Nussbaumer, impressionné par la présence d'esprit de sa future belle petite fille. Oui, mais il y a un deuxième problème. Poursuivit la jeune femme. Qui vous dit qu'ils ne vont pas nous coller je ne sais quelle maladie? Je suis pas foussarde, mais vous avez entendu parler comme moi du choléra. Ça fait 2 ans que sans tout bib ni médicaments, on se porte tous comme des charmes au village, malgré les privations et le reste. Ce serait trop bête de déclencher une épidémie maintenant. Comment faire pour vérifier leur état de santé? Demanda Joël. On n'a pas de quoi faire des analyses. Et puis, on n'y connaît rien de toute façon. La quarantaine, il n'y a que ça. Intervint Marco. Ce qui se faisait dans le temps. Les gens n'étaient pas idiots. Si au bout de 40 jours ils sont en forme, c'est qu'ils sont sains. Et s'ils tombent malades, on les laisse crever? Intervint Lionel. Ah non, pour le grand avec sa barbiche, ça serait vraiment dommage. Il est trop craquant. Blague à part, Anne-Cécile. Commença Hubert. Ah, mais je ne blague pas. S'insurgea cette dernière. Il est vraiment beau comme un dieu. Bon, concéda le maire. Mais si malgré tant de beauté divine, ils tombent tous malades, on pourra toujours aviser. En attendant, je suis de l'avis de Léa. Il ne faut surtout pas les laisser filer dans la nature. Donc, on les intègre en CDI après un essai de 6 semaines. On n'a pas vraiment le choix. Oui, mais chez qui? Demanda Marco. On va faire courir un risque de contamination à une de nos familles. En même temps, on ne peut pas les laisser 1 mois et demi au milieu de la route. On décida de les installer dans la maison Metzger, juste en face de la mairie. Elle avait été léguée 3 ans plus tôt à la commune, qui l'avait mise en vente, sans succès. Elle n'était pas dans un état magnifique, mais le toit était bon, et elle était restée meublée depuis le décès du père Metzger. On leur fournirait du bois et des rations alimentaires de la Croix-Rouge, qui avaient été entreposées en cas de besoin,
mais n'avait quasiment pas été entamée, tant l'autosuffisance alimentaire s'était révélée efficace. Nous avons pris notre décision, dit Hubert en revenant vers les nouveaux arrivants qui avaient soigneusement rangé dans le carton les emballages vides et empilé sur le muret les denrées qu'ils n'avaient pas entamées. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici à Mulbar. Nous vous fournirons une maison, de l'eau, du bois et de la nourriture. Un silence plana. Et en échange? Demanda la première femme. Comme convenu, vous nous dites ce que vous savez de la vie en dehors de la vallée. Mais je dois quand même ajouter 2 conditions. Premièrement, vous n'entrerez en contact physique avec aucun villageois. Désolé, mais on ne peut pas courir le risque d'une épidémie. Et la deuxième? Fit la même femme. Vous ne quittez pas le village sans mon autorisation. Hubert pria pour que personne n'ajoute « sinon », car il ne disposait d'aucun moyen de rétorsion. Il réalisa subitement que depuis 2 ans, le comportement de ses administrés n'avait pas une seule fois nécessité le moindre arbitrage de sa part, ni la moindre sanction d'aucune sorte, ce qui lui apparut soudain comme un véritable miracle. D'ailleurs, c'en était un, même s'il ne devait rien au hasard. C'est quoi l'embrouille? Kader s'était adressé à son père, mais suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Il n'y a pas d'embrouille, Kader. On se doute que vous avez dû en baver, comme tout le monde, ces derniers mois. On a une maison vide, assez de nourriture pour partager avec 1 ou 2 familles. Si vous aviez été 50, ça aurait été différent. Vous 7, on peut vous garder avec nous. Comme ça, pour rien. Lâcha l'adolescent incrédule. Non, pas pour rien. Pour les infos que vous avez, qu'on n'a pas, et les coups de main que vous nous donnerez. Répondit Hubert. Venez, on s'arrache. Fit Kader en faisant mine de s'éloigner. C'est des oufs dans ce bled. Moi je dis qu'il y a une embrouille. Je le sens pas. Son père l'empoigna fermement par le bras. Qu'est-ce que j'essaie de t'apprendre, toi, depuis que tu es tout gosse? Je t'ai toujours dit que l'homme, il est bon, et qu'il y a 2 choses sacrées dans la vie. C'est l'honneur et l'hospitalité. Alors maintenant, tu fermes ta gueule, et tu dis merci à monsieur le maire. Tandis que Kader marmonnait à contre-cœur et la gueule fermée, un vague remerciement, Hubert se dit que son conseil avait certainement fait le bon choix. Il espérait surtout qu'il n'arriverait pas chaque jour 2, 5 ou 10 familles comme celle-ci, sans quoi il ne voyait absolument pas comment faire face. Il restait bien quelques coins de terre à planter, mais même les incroyables comestibles, tout incroyables qu'ils soient, ne portent pas de fruits du jour au lendemain. Ça ne pouvait marcher que tant qu'il n'y avait qu'un ventre, éventuellement 2, pour 2 bras. Avec 2 ventres pour un bras, c'était cuit. Ou en tout cas, ça prendrait du temps. Voilà. Vous êtes chez vous, dit Hubert en ouvrant la porte de la maison Metzger. L'ouvrier communal va ouvrir la vanne d'eau dans l'après-midi. Il faudra laisser couler quelques minutes. Ensuite, vous pourrez fermer les robinets. Les conduites sont purgées depuis 3 ans. Ça va cracher un peu de rouille. Il s'écarta de 3 pas pour livrer passage à la petite troupe. Je vous laisse faire le tour du propriétaire. Je vous attends dans le jardin. Des exclamations enthousiastes et des rires fusèrent depuis la maison. Les Pucs laissaient éclater leur joie devant cette aubaine inespérée. Le père de Kader fut le premier à redescendre au jardin. « Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur le maire, dit-il ému. J'ai l'impression... c'est comme dans un rêve. »« Moi je sais, dit Hubert avec un sourire. D'abord, en restant en bonne santé, pour ne pas me coller une épidémie dans le village. Mais aussi, ajouta-t-il en désignant le jardin d'un geste circulaire, en me transformant ce merdier en un potager digne de ce nom. Et puis, en me disant enfin si l'état d'urgence a été levé. Tout en gardant la distance réglementaire, l'homme se mit en devoir de raconter ce qu'il savait. En fait, c'était assez maigre en matière d'actualité politique, mais ce fut malgré tout édifiant. Il raconta que la Croix-Rouge et l'ONU avaient commencé à plier bagages la veille en début d'après-midi. Tout le monde s'activait, chargeait des véhicules. Il avait approché plusieurs personnes, mais aucune n'avait accepté de lui répondre. Il avait repéré un type de son âge qui enroulait l'auvent d'une tente médicale. Il portait un insigne du croissant rouge. Il lui avait demandé en arabe s'il savait quelque chose. Le gars avait haussé les épaules et répondu en arabe également. Fin de mission, c'est tout ce que nous a dit. Le père de Kader avait alors demandé ce que l'homme lui conseillait de faire. Tu bouges pas de chez toi et t'attends de voir ce qui va se passer, avait répondu celui-ci, avant d'ajouter « Bonne chance, mon frère, que Dieu te garde. » La rumeur avait fait le tour du Puc comme une traînée de poudre, et il devait en être de même dans les autres quartiers. Il fallait se planquer chez soi. Personne ne savait ce qui allait se passer, mais tout le monde pressentait un malheur.
Certains disaient qu'une fois la Croix-Rouge partie, des avions allaient balancer de l'acide ou des produits toxiques pour faire le ménage. D'autres parlaient de lance-flammes ou de radioactivité. Les plus optimistes disaient que des représentants du gouvernement allaient venir annoncer que l'état de siège était levé et qu'on pourrait à nouveau circuler librement. Le chargement s'était achevé vers 19 heures. Quelques ordres, en anglais, avaient fusé. Tous les véhicules s'étaient alors mis en branle et avaient quitté le quartier en colonne régulière à la lueur des phares. Puis, le silence était retombé. La nuit avait été particulièrement lugubre. Pas un bruit ne se faisait entendre, les chiens et chats ayant été les premières victimes de la pénurie alimentaire. Dès le point de l'aube, Kader et son père avaient décidé de partir en reconnaissance dans le quartier. Ils ne croisèrent pas âme qui vive. De rues vides en parking désert, ils avaient atteint la lisière de la cité sans rencontrer la moindre barrière, le moindre panneau. Kader avait alors proposé de rebrousser chemin, mais son père pensait qu'il serait plus en sécurité dans les montagnes que dans une ville. Son instinct le lui dictait. Et puis, personne ne les attendait nulle part. Le reste du groupe, ce n'est pas votre famille? L'interrompit Hubert. Non, je ne les connais pas. On les a rencontrés en route. Il raconta encore qu'en passant près des restes de l'ancien supermarché de Logelbach, ils avaient fait un crochet en espérant dénicher une boîte de conserve ou un paquet de gâteaux oubliés. Mais il n'y avait pas 1 gramme de nourriture. Tout avait été ratissé méticuleusement. En entendant des pas résonner, ils avaient pris peur et s'étaient enfuis aussi vite qu'ils avaient pu. À l'entrée de la vallée de Münster, ils étaient passés tout près du Cat de Saint-Gilles, dressé à proximité de l'ancien lycée horticole, reconverti en QG. Le camp était désert. Il avait apparemment été abandonné depuis longtemps. La plupart des tentes étaient affalées au sol. C'est bizarre qu'ils aient laissé tout le matos. S'était étonné Kader. Ils s'étaient approchés prudemment. À plusieurs endroits, ils avaient aperçu des monticules calcinés. Ce n'était pas la trace d'un incendie accidentel. Les tas étaient répartis régulièrement le long de l'allée centrale. Sous une bâche, ils avaient entrevu plusieurs cadavres. Ils ne s'étaient pas approchés, de peur d'une contamination, et avaient rapidement poursuivi leur chemin en direction de la vallée. À ce stade du récit, le reste du groupe les rejoignit dans le jardin. Chacun se présenta. Il y avait Karine, son mari Jean-Marc, ainsi que Fabien, Hélène et Serge, des voisins de leur immeuble. Fabien et Hélène étaient également mari et femme. Tous les 5 venaient d'Ingersheim. Ils avaient eu la même inspiration que Kader et son père, qui se prénommait Ibrahim. C'est Karine qui poursuivit le récit de la matinée. Quand on a vu ces 2 gars, on s'est dit que plus on serait nombreux, moins on risquerait une mauvaise rencontre. Alors on a décidé de continuer ensemble. On est d'abord entré dans Zimmerbach, en passant par la route des vignes. Mais là, on nous a jeté des pierres en nous menaçant de nous faire la peau si on ne dégageait pas vite fait. On n'a même pas vu la tête des gens. Ils se cachaient derrière les volets ou les murets. Je ne pourrais même pas dire combien ils étaient. Sans doute pas très nombreux, sinon ils auraient peut-être eu moins peur. On a décidé de pousser jusqu'à Münster, en évitant les villages. On s'est dit que, dans une petite ville, ce serait plus facile de trouver de l'aide ou de quoi manger. Le premier type qu'on a croisé le long de la piste cyclable promenait un bébé dans une poussette. Il nous a expliqué qu'à Münster aussi, la situation était difficile, mais qu'on aurait peut-être plus de chance dans les villages du fond de vallée. À Luttenbach et Breitenbach, on n'a croisé personne. Probablement que tout le monde s'était planqué à notre approche. Il devait avoir des guetteurs, car on n'a pas vu l'ombre d'un bonhomme. Ibrahim reprit le relais pour le dernier épisode. En arrivant à Mühlbach, on a vu un gars courir vers le village à toute vitesse. On s'est dit qu'on allait sûrement se faire accueillir. On était prêt à se sauver en cas de problème. Et puis vous êtes arrivés et vous nous avez donné à manger. Donc, vous ne savez pas plus que nous ce qui se trame à Colmar ou plus loin, résuma Hubert. Sauf que le Cat a été abandonné à la hâte et qu'il y a sans doute eu des épidémies. Vous croyez? Demanda Hélène. D'après ce que nous a dit Ibrahim, je pense que les feux, ce n'était pas pour chanter Santiano à la veillée. Encore une chose, ajouta le maire. On est tous dans la même galère, on n'a pas intérêt à ce que des milliers de personnes aient la même idée que vous. Même juste des centaines ou des dizaines. Vous étiez les premiers, vous avez fait comme vous pensiez qu'il fallait faire, et tout va bien. Mais si demain c'est l'invasion, on sera tous dans la merde.
C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas quitter le village et de ne pas claironner votre aventure. On vous fait confiance ? L'ouvrier communal rouvrit la vanne d'eau et livra un ster de bois dès 14 heures. Paul se chargea personnellement d'apporter le ravitaillement en fin d'après-midi. « Oui, je viens vous déposer les rations pour 2 jours. » appela-t-il depuis le jardin. « Mais vous êtes le type de la banque » s'exclama Ibrahim, qui venait d'apparaître à la fenêtre du salon. « On se connaît ?»« Mais oui, vous êtes Monsieur Fischer, c'est ça? J'étais venu vous voir pour un crédit. Je voulais monter ma 2e sandwicherie dans la galerie marchande de l'Hyper. »« Non, sans blague, vous êtes Monsieur Ben Saad ? Je ne vous avais pas reconnu avec la barbe. »« Eh oui, la barbe, c'est pas pour faire joli. Ça fait longtemps que mon dernier rasoir jetable ne coupe plus. Et puis c'est normal que vous m'avez pas reconnu. Avant, je m'habillais vachement plus classe. » ajouta-t-il non sans humour. « Maintenant, vous pouvez m'appeler Ibrahim. »« Je veux bien, mais seulement si vous m'appelez Paul. »« Ok, Paul. Vous devez connaître ma sœur aussi. En tout cas, votre femme la connaît bien. »« Vous connaissez Malika ?» s'étonna Paul, non sans une certaine angoisse, car le spectre d'une vengeance de Jamel et de ses sbires ne l'avait jamais quitté. Un peu comme ça. On habitait dans le même immeuble il y a 2 ans. Ma sœur, c'est Samira. » Alors que Paul allait demander des nouvelles de la jeune femme, son attention fut attirée par une rumeur lointaine, un mélange de voix, d'aboiements, de grincements, de raclements, le bruit d'une foule en marche qui remontait la rue du village, ricochant sur les façades, portée par le vent d'est. Des centaines de gens, des milliers peut-être. Il ne devait pas être à plus de 300 mètres. Paul crut déjà sentir l'odeur de fauve qui se répandait à son approche. « Merde !» cria-t-il. Alors qu'il restait tétanisé sur place, il vit passer devant lui une fusée jaillie de la maison Metzger. C'était Ibrahim. Il s'arrêta 2 secondes à la hauteur du vieux pommier. Là, avec une détermination sidérante, il se frappa le visage contre le tronc rugueux à 3 reprises. Avant que Paul ait réussi à ébaucher la moindre pensée, Ibrahim avait franchi le portillon du jardin et s'était élancé dans la rue en une course claudicante et désarticulée. 30 secondes plus tard, la rumeur de la foule stoppa net. Paul perçut quelques cris inintelligibles. Soudain, une clameur s'éleva, suivie d'un brouhaha indescriptible qui reflua peu à peu. Pendant les 3 minutes qui suivirent, un silence de mort plana sur Mulbach. Puis Ibrahim réapparut, remontant lentement la rue, l'escalier du jardin. Il avait le visage en sang, le torse à demi nu, lacéré de griffures. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait » s'écria Paul catastrophé. « Rien. Ils m'ont pas touché. » répondit Ibrahim en se laissant tomber dans l'herbe les bras en croix. « Mais au moins, ils vont pas revenir de sitôt. » Ce n'est qu'alors que Paul commença à comprendre ce qui venait de se jouer à quelques pas de là, et pourquoi Ibrahim s'était frappé le visage contre le tronc du pommier. « C'étaient des gens de mon quartier. J'en ai reconnu plusieurs. Je leur ai dit qu'on était venu ici à 50 gars et qu'on était tombé dans une embuscade en essayant de trouver à manger. Que vous étiez tous armés, des vrais Rambo, que vous nous avez fait prisonniers et que vous avez promis de nous bouffer les uns après les autres. J'ai dit que je m'étais échappé pour essayer de les prévenir, de ne pas venir ici, mais que pour Kader, c'était sans doute déjà trop tard. Ils se sont sauvés en gueulant comme des cochons. » Combien était-il ? demanda Paul, en proie à une véritable panique rétrospective. Ibrahim se releva lentement. 1000, 2000, je sais pas, mais c'était vraiment beaucoup, fit-il calmement, en crachant du sang dans les graviers de l'allée. Maintenant, on sait pourquoi il fallait qu'on arrive ici, mon fils et moi. C'est Dieu qui l'a voulu. Et ce soir, il vous remercie déjà de l'avoir écouté. Chapitre 27. La période de quarantaine des nouveaux arrivants avait pris fin sans qu'aucune maladie ne se déclare et sans qu'un seul nouveau puc ne fasse son apparition dans le village. Les talents d'acteur de l'ancien marchand de sandwich avaient dû alimenter une solide rumeur qui circulait probablement encore dans toute la région. Pour le 2e rendez-vous solidarité d'avril, les hôtes de la maison Metzger furent invités à se présenter à tout le village. La bravoure et la présence d'esprit d'Ibrahim avaient déjà fait plusieurs fois le tour de Mulbach, où il était dorénavant considéré comme une légende vivante.
C'est pas moi qui ai eu cette idée. Minimisa-t-il lorsque Hubert le fit grimper à la tribune sous les acclamations des villageois. C'est une vieille histoire que mon grand-père il m'a racontée quand j'étais gosse. Il me disait que son arrière-grand-père, il avait un jour sauvé son village qui allait être attaqué par des bandits dans les Aurès. Il avait fait croire que toutes les maisons, elles étaient habitées par des monstres à tête de cochon qui mangeaient des hommes et qu'il avait failli y avoir droit. Il faut dire que l'arrière-grand-père à mon père, il avait un bras en moins à cause d'une gangrène. On avait dû le couper. Quand les bandits étaient arrivés, son frère y venait juste d'égorger un mouton. Alors le vieux, il a trempé son bras coupé dans le sang et il s'en est mis plein sur lui. Il a couru vers les voleurs en criant qu'il fallait vite partir avant que les monstres les rattrapent et qu'ils les bouffent. Qu'est-ce qu'il est beau avec sa cicatrice. Se pâma Anne-Cécile dans l'assistance. De fait, Ibrahim avait le visage franchement amoché, l'écorce rugueuse du vieux pommier ayant opéré une déchirure irrégulière de l'arcade à la pommette, dont il garderait probablement la marque à vie, faute d'avoir pu suturer rapidement la plaie. Mais il s'en réjouissait plutôt et l'arborait comme un trophée qui lui rappellerait jusqu'à sa mort le jour merveilleux où Mulbar lui avait ouvert les bras avec générosité et confiance. La fête dominicale fut également l'occasion d'inaugurer les bains municipaux où tous les villageois se rendirent en un cortège joyeux et gazouillant comme une volée de moineaux. L'air était tiède, la lumière dorée. Il fallut faire 3 groupes pour parcourir l'installation car la maison Bauer ne pouvait contenir qu'une 60aine de personnes à la fois si on voulait encore pouvoir circuler. Anne-Cécile, qui était entrée parmi les premiers, proposa d'inaugurer concrètement les nouvelles douches. Le temps que Malika parvienne à réfréner ses élans, elle était déjà en culotte et torse nu. Dans le deuxième groupe, Léa croisa le regard humide d'Emma. Elle la prit dans ses bras au grenier, entre 2 chauffe-eau. « Il serait très content de voir autant de monde dans sa maison. » murmura la jeune femme. « Et toi, ton chéri ?» demanda Emma, probablement pour faire diversion à son émotion. Léa eut une mimique évasive. « Avec le printemps, peut-être. » Ce n'était pas faute d'assiduité ou d'empressement de la part d'Hugo, qui ne manquait pas une occasion de prouver sa flamme. Mais Léa avait décidé de faire durer le plus possible la magie de l'attente. Leur relation la comblait suffisamment dans l'état actuel, sans qu'elle éprouve le besoin de brûler les étapes. Si quelque chose brûlait, c'était son esprit. L'imagination de la jeune fille tournait à plein régime. Dans la foulée de l'inauguration des bains municipaux, Hubert proposa de découvrir l'atelier de menuiserie et de travail manuel, équipé en grande partie grâce au matériel, certes vieillot mais solide, prélevé dans la boutique. Rien ne manquait, de la scie à ruban aux combinés scie circulaires, rabots, dégauchisseuses, toupies tenonneuses. On avait installé 6 établis récupérés aux 4 coins du village, dotés d'une quantité impressionnante d'outils à main. Rabots, varlopes, feuillards, ciseaux, gouges, tarières, râpes, vilebrequins, chignols, sans oublier une panoplie complète de scies allant de l'égoïne à la scie à chantourner. L'éclairage électrique, devenu un luxe rare, faisait bien sûr partie du dispositif, gage de sécurité lors de l'utilisation des machines. Kader explosa d'enthousiasme à la vue de ce splendide équipement. Au moment des événements de juin, il aurait dû passer son brevet des collèges et avait demandé à entrer en lycée professionnel, section menuiserie. Dès le lundi, les élèves consacrèrent au travail du bois 1 jour de leur semaine, par groupe tournant de 3 personnes, sous l'œil extrêmement vigilant de Paul, qui, en tant que fournisseur des machines, se sentait tout particulièrement responsable de la sécurité de ses protégés. On ressentit bientôt le besoin de disposer d'un poste à souder pour réparer les outils, renforcer une brouette ou rafistoler une fourche de vélo. « Moi, j'ai un poste à arc chez moi. » fit observer Marco. « Et il me reste des tonnes d'électrodes. » La Gustavette fut parquée sur le côté du bâtiment auquel on adosserait prochainement un petit abri. La place que libéra le véhicule partagé accueillit un établi, une grosse perceuse à colonnes et 6 étaux. L'appel avait été lancé pour 1 ou 2, mais comme d'habitude, il fut presque trop bien entendu. Dans la foulée, on récupéra aussi 11 meuleuses et plus de 120 disques qui dureraient ce qu'ils dureraient. Le travail du métal figurerait désormais, comme celui du bois, au programme scolaire des plus grands. Monsieur Ruche, serrurier de formation, assurerait la conduite de cet atelier, pour la partie pratique en tout cas.
Avec l'ouverture des bains et les premières récoltes et cueillettes printanières, le quotidien des villageois devint franchement agréable. Le magacel regorgeait de denrées. Les hôtes de la maison Metzger furent ravis de pouvoir y trouver autre chose que les conserves de l'aide internationale, dont la seule vision leur coupait l'appétit. Ibrahim avait partagé avec eux à part égale les grains de sel que la communauté lui avait offerts en remerciement de son geste salvateur face à la horde de Puck. Il avait tenu en contrepartie à ce qu'une partie soit restituée chaque mois à la collectivité au titre de loyer de la maison Metzger. Hubert eut beau arguer qu'il n'était pas question pour la commune de tirer profit de son geste généreux, ils insistèrent pour ne pas se sentir à charge et pour prendre leur part à l'effort collectif. Il s'avéra que Karine avait été infirmière en gériatrie. Elle se proposa pour faire des tournées régulières auprès des personnes âgées afin de s'assurer de leur bien-être. Hubert lui suggéra d'apporter son soutien à Emma, bien que cette dernière remplisse encore fort bien son office. Ses remèdes aux plantes faisaient merveille, et les malades étaient rares. S'ils ne mouraient pas rapidement, comme l'infortuné monsieur Wipf, emporté par une péritonite foudroyante, il guérissait assez vite en général. Il était vrai que la vieille herboriste ne rajeunissait pas, et que Léa n'était pas encore entièrement formée. Autant étoffer cette équipe dont le rôle était primordial. Le maire présenta aussi Karine à la sage-femme du village, qui pouvait avoir besoin d'un coup de main un jour ou l'autre. Dans chaque domaine d'activité, il fallait veiller à doubler, voire tripler les compétences pour ne pas courir le risque de les perdre en cas de malheur. Personne ne devait être indispensable, ou du moins irremplaçable. Pour les fêtes de Pâques, le temps était déjà si doux qu'on aurait pu sans problème rouvrir les églises. Mais comme les conditions s'y prêtaient à merveille, Laure et l'abbé Kretz avaient souhaité faire de l'office dominical une vaste fête populaire en plein air qui rassemblerait tout le village. La célébration eut lieu devant la gare, car c'était la plus vaste étendue en dur de la commune. La consigne était de venir avec son siège et un panier de pique-nique. Une centaine de chaises avaient été prévues pour les distraits ou les plus âgés qui pouvaient difficilement s'encombrer les mains. Dès le matin, Nussbaumer avait assuré le ramassage des moins alertes avec la Gustavette. À 10h30, la quasi-totalité des habitants était là. « Mes chers amis, commença Laure, qui, malgré le renfort d'un porte-voix bricolé par Paul, devait crier pour atteindre l'arrière de l'audience. Votre présence si nombreuse me fait chaud au cœur. Je sais que certains de vous ne se disent pas croyants, et je les remercie d'autant plus chaleureusement d'être parmi nous ce matin. Mais croyants, nous le sommes tous en définitive, puisque nous croyons et nous savons même à présent que les valeurs de solidarité, de générosité et de respect sont la source de notre salut. Ce que nous, chrétiens, appelons notre foi, c'est ce que l'on pourrait simplement appeler la confiance ou la gratitude. Gratitude envers la nature, envers nos semblables, gratitude envers nous-mêmes aussi, pour tout le bien que nous sommes capables de faire jour après jour. En ce dimanche de Pâques, nous sommes rassemblés pour célébrer un homme, un être de chair comme vous et moi, investi d'une mission, celle de nous sauver. Ce bouc émissaire qui a donné sa vie pour nous, c'est Jésus bien entendu. Mais ici, chez nous, à Mulbach, nous avons eu aussi un émissaire, qui en plus sentait un peu le bouc le jour de son arrivée. Rire. Lui aussi est allé courageusement au-devant d'une grande menace et a versé son sang pour qu'à travers son geste nous soyons tous épargnés. Au milieu de l'assistance, Ibrahim se cacha le visage dans ses mains, par timidité ou pour dissimuler son émotion. À sa droite, Kader rayonnait de fierté. Je sais qu'il doit être en train de se planquer, car il n'est très modeste. On m'a dit qu'il devait être là, mais je ne l'ai pas vu. Il est là? Super. Alors, en l'honneur d'Ibrahim, l'abbé Kretz va vous lire un petit texte que nous n'avons encore jamais entendu à Mulbach un dimanche de Pâques. Il ne parlera sûrement pas beaucoup à votre esprit, mais nous espérons tous deux qu'il saura toucher votre cœur. L'abbé se racla la gorge et se lança. Il y eut des regards surpris, quelques tout sautements. Pendant une petite minute, la houle paisible d'une sourate à la fois fluide et rocailleuse se répandit sur l'assistance dans une odeur d'herbes fraîches et de pierres humides. Oui, cette langue n'est pas familière à la plupart des oreilles ici présentes, admit le prêtre avec un sourire à l'issue de sa lecture. Mais j'espère qu'Ibrahim et Malika ont réussi à comprendre. Oui? Malika me fait signe que oui.
Tant mieux, il me reste quand même quelque chose de mes 7 ans au Maroc. C'était donc un extrait du Coran qui exalte la pureté du cœur. J'ai trouvé que c'était tout à fait de circonstance. Alors bon, je sais, certains vont me tirer l'oreille tout à l'heure au moment du pique-nique, en me rappelant que Pâques est quand même une fête chrétienne, tout ça. Je vais donc prendre un peu d'avance sur ma réponse, si vous le voulez bien, en rappelant simplement que Jésus, que nous vénérons depuis plus de 2000 ans, était juif, et que ça n'a pas empêché son message de nourrir 20 siècles de christianisme. En dehors de toute polémique, je soulignerai également que la foi, qui est l'ordre du divin, dépasse largement les clivages des religions. Clivages qui ont été établis par l'homme pour des raisons culturelles ou politiques, souvent afin de dresser les peuples les uns contre les autres. Pour ma part, je me suis toujours senti plus proche d'un musulman convaincu que d'un catholique sans foi authentique. Je ne vous parle pas de ceux qui sèment la terreur au nom de la religion, bien entendu. Le prêtre marqua une courte pause pour laisser au message le temps de faire son chemin. Nous allons maintenant partager pour ceux qui le souhaitent un moment de louange et de prière. J'invite celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette pratique à profiter de ce temps pour nommer dans leur cœur les personnes qui leur sont chères, pour leur adresser un message d'amour. Mais rien ne les empêche bien entendu de se joindre à nous. Au moment de partager le pain et le vin, symbolisant le corps et le sang du Christ donné en rémission des péchés, protestants et catholiques communièrent ensemble dans l'osmose la plus complète. Lorsque la coupe passa entre ses mains et qu'il y trempa ses lèvres, Paul se demanda si cette pratique ancestrale n'avait pas pour fonction, au-delà de sa portée spirituelle et symbolique, de mutualiser à des doses infinitésimales les microbes et bactéries qui circulaient dans la communauté, afin que chacun puisse développer en temps et heure les anticorps dont il aurait besoin pour y faire face en cas d'attaque plus directe. Une sorte de vaccination destinée à renforcer les défenses naturelles du groupe en quelque sorte, à l'instar de la poignée de main ou de l'accolade, pratiques ataviques qui répondent au même objectif. Pendant le pique-nique géant qui suivit l'office, les membres de MVT débattirent de la nécessité de semer à l'extérieur du village des petites graines de transition, dans l'espoir d'aider à restaurer un certain équilibre, notamment alimentaire, dans les autres villages de la vallée ou plus loin. Il était grand temps de diffuser la pratique des incroyables comestibles. Les nombreux semis, boutures et replants surnuméraires feraient certainement la joie et peut-être le salut d'autres communautés. Si la disette n'était plus du tout d'actualité à Mühlbach, elle restait malgré tout une menace considérable si elle jetait sur les routes de la région des hordes de citadins affamés. Personne ne savait combien de temps le subterfuge génial d'Ibrahim opérerait. Il faudrait donc constituer rapidement une équipe de pollinisateurs. Les activités de jardinage, jusqu'ici assez informelles et dispersées, devaient désormais répondre à une organisation précise, comme il en était de l'école, de la crèche ou du magacel. Elles furent placées sous la responsabilité de Marco, Frédéric Koenig et Anne-Cécile, à charge pour eux de planifier les tâches de manière optimale et de constituer les équipes de travail. Tous étaient d'accord désormais sur la nécessité de voir plus loin que les limites du village, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, afin d'anticiper et prévenir des velléités de razzia. La principale difficulté venait de ce que les opérations extérieures, comme les avait nommées Hubert, mettraient à mal le mythe du village de brutes anthropophages dont il fallait se méfier par-dessus tout. Il faudrait donc agir, avec la plus grande discrétion, en s'appuyant sur des relais locaux dans chaque communauté. Malika se proposa pour remplir cette mission aux côtés d'Hubert et Marco, mais le groupe jugea qu'au vu des risques, il serait déraisonnable d'exposer une jeune maman. Elle serra les dents, mais accepta le verdict. Paul, qui ne s'était pas exprimé sur la question, poussa un soupir de soulagement. Il n'aurait pas voulu qu'elle court les routes avec Émile, qui réclamait le sein toutes les 3 à 4 heures. La conversation s'orienta ensuite sur les déchets. Marco se demandait ce qu'il adviendrait de tous les biens d'équipement devenus inutiles, faute d'énergie pour les faire fonctionner. Jusqu'ici, personne n'avait songé à se débarrasser des appareillages superflus, mais ça finirait bien par arriver. Si tout le monde balance son frigo, sa machine à laver, sa télé, son ordi, son aspirateur sur le trottoir, ça va faire un bazar terrible, surtout dans les villes. Il faudra des siècles pour faire disparaître tout ça, des millénaires même. À moins qu'on trouve à les réutiliser, fit observer Lionel. On construira peut-être des maisons en frigo empilés. Ça doit bien isoler.
Il faudrait déjà qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre. Et ça, j'imagine mal. Objecta Paul. Et puis ça serait sûrement malsain. Un frigo, même éteint, ça fait une armoire à glace. Releva Hubert. Jusqu'aux années 50, on achetait son pain de glace chaque semaine au marché. Ça marchait comment s'il n'y avait pas de congélateur? S'étonna Léa. Ah, ça, reprit le maire. Je sais qu'il y avait des glacières souterraines, des caves profondes ou des genres de galeries de mines. À mon avis, suggéra Lionel, on devait faire geler des quantités importantes de glace à l'air libre durant l'hiver et les entreposer en masse dans un espace clos, genre un souterrain par exemple. Et là, ça devait tellement faire baisser la température intérieure qu'on devait pouvoir garder de la glace jusqu'à l'hiver suivant, à condition de n'en vendre qu'une partie. Une belle métaphore du développement durable. Tant que tu exploites raisonnablement la ressource, pas de souci, tout reste en équilibre stable. Si tu abuses et que tu passes la ligne rouge, c'est foutu. Et là, tu peux toujours pleurer, c'est irréversible. Pas bête. Souligna Anne-Cécile. En plus, la matière première est gratuite, et quand tout a fondu, tu peux arroser les géraniums avec. Marco, tu notes l'idée pour MVT, créer une glacière. Ouais, à condition que toi, tu n'y rentres jamais. Rétorqua le président. Sinon, bonjour l'inondation. T'es con, toi! Fit-elle en le bousculant, plus amusée que fâchée. D'ailleurs, pour l'Antarctique, il y en a qui disent que c'est le CO2, mais nous, on sait bien que c'est ta faute. Renchérit Malika. Tu sais, le coup où tu t'es assise sur la banquise pour pêcher le phoque. C'est à ce moment précis que le pique-nique avait dégénéré en bataille d'eau géante, malgré les glapissements indignés des matrones et les appels au calme de l'abbé Kretz. On déplora par la suite un panier piétiné, 3 assiettes cassées, un chemisier déchiré, devinez qui termina les seins à l'air, et une demi-douzaine de rhumes, car il ne faisait pas si chaud que ça, une fois qu'on était trempé de la tête aux pieds. Mais quelle rigolade! Chapitre 28. 5 jours après la grande fête de Pâques, au beau milieu de la matinée, 3 voitures firent irruption dans le village. Depuis le repli de l'aide internationale, on n'avait pas vu circuler d'autres véhicules que la Gustavette, le tracteur de Frédéric Koenig ou la camionnette de la commune qu'on alimentait au fioul domestique, malgré une interdiction théorique que plus personne n'était là du reste pour faire respecter. Le convoi s'immobilisa devant la mairie. 8 hommes sortirent des 2 4x4 qui ouvraient et fermaient la marche, pistolets au poing. Manifestement, il s'agissait d'une escorte sans intention belliqueuse, uniquement destinée à assurer la sécurité d'une huile qui se trouvait dans la limousine aux vitres fumées. Hubert, qui avait déjà reçu l'appel sur son téléphone arabe alors qu'il travaillait dans le potager du Brennaker, arriva à toutes jambes, avec une petite escorte d'une dizaine de villageois. On cherche le maire, aboya un balèze au crâne rasé et lunettes de soleil qui semblait échapper d'une série policière de l'avant-chaos. C'est moi, dit Hubert. Que puis-je faire pour vous? M. Tarian veut vous parler, répondit le gorille. Hubert esquissa un geste vers la mairie. Dites-lui que je peux le recevoir dans mon bureau. Non, c'est vous qui montrez dans la voiture, répliqua-t-il d'un ton sec. L'homme ouvrit le coffre du 4x4 et y saisit une pochette qu'il lança aux pieds du maire. Enfilez ça d'abord. Il s'agissait d'une tenue de bloc opératoire avec salopette, surchaussures, masque chirurgical, gants et charlotte. Un préservatif intégral en quelque sorte. Ah, c'est pour un bal costumé, chouette. Le garde du corps ne parut pas goûter l'humour d'Hubert. Une fois équipé, le maire fit une dernière tentative. En tout cas, c'est sympa de penser à ma santé. On ne sait jamais ce qu'on peut choper dans ces limousines. Impassible, le gorille l'aspergea de solution antiseptique au moyen d'un aérosol. Il lui posa la main sur la tête, l'enfourna dans la voiture et claqua la porte. Une fraction de seconde, Hubert se demanda s'il n'allait pas l'embarquer Dieu sait où et eut peur. Une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis très longtemps. Tandis que ses yeux s'habituaient à la pénombre de l'habitacle, un volet opaque coulissa en silence, laissant apparaître de l'autre côté d'une vitre blindée un homme d'une 50aine d'années en costume sombre. Un haut-parleur retransmit une voix nasillarde. Bonjour, merci de m'indiquer vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Stam Hubert, né le 7 janvier 1961 à Colmar, pour vous servir. Il y eut un bref silence, puis 2 bips se firent entendre. Bonjour, monsieur le maire, reprit l'homme d'un ton un peu plus chaleureux. Excusez toutes ces précautions, mais je voulais être sûr d'avoir affaire à la bonne personne. Je suis Alexandre Tarayan,
et je représente le groupement régional d'intérêt foncier et immobilier, autrement dit le GRIFI. Puis-je savoir de quoi il s'agit? C'est vrai que vous devez être un peu en retard en matière d'information, souligna-t-il avec une certaine condescendance. Nous sommes mandatés par le gouvernement pour coordonner le redéploiement territorial. Vous êtes un service public? S'enquit le maire, dubitatif. Un service d'utilité publique, en effet. Biaisa l'homme. C'est d'ailleurs dans votre intérêt que je me permets de vous solliciter aujourd'hui. Très aimable de votre part, fit Hubert, ironique. Voici ce qui m'amène. Nos études cadastrales ont montré que votre commune recèle un potentiel susceptible d'intéresser nos partenaires économiques. Il s'agirait d'une emprise de 17 hectares que nous souhaiterions transformer en ERS. ERS? Ah, pardon. Espace résidentiel sécurisé. Les endroits agréables à vivre font cruellement défaut actuellement, et nos études ont montré que le périmètre du Bronckopf correspond tout à fait à nos critères. Le Bronckopf? Tiens, c'est vrai que c'est un beau coin. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le GRIFI vous en propose 850 000 $ à négocier. Vous voulez dire euros, je suppose? L'homme éclata de rire malgré lui. Il se reprit rapidement. Excusez-moi, mais l'euro n'a plus cours depuis le 21 juin dernier. La BCE a été placée sous tutelle du FMI, puis dissoute en septembre. Et quel intérêt pourrions-nous y trouver? Tarajan roula des yeux effarés. Je pensais que la somme que je vous ai annoncée était tout à fait intéressante. Ah oui, mais j'imagine qu'il y aura des contraintes. Très peu. C'est le GRIFI qui se chargerait de tous les travaux. À savoir? Eh bien, les bâtiments, les infrastructures, l'héliport... Un héliport, carrément? Oui. Notre clientèle est très exigeante sur le point de la mobilité. Les routes étant peu sûres, c'est la seule solution. Et puis surtout, il y aurait des possibilités d'emploi pour vos électeurs. On aurait besoin d'ouvriers, de femmes de chambre. Ils seront nourris, bien entendu. Bien, c'est que, voyez-vous, nous sommes assez occupés dans le village. L'homme eut le même éclat de rire brutal que pour la question des euros. Occupé? Décidément, vous me plaisez bien, monsieur Stamm. J'ai ri 2 fois en 5 minutes, alors que ça ne nous m'était plus arrivé depuis des mois. Vous dites que vos habitants sont occupés? Et ils ont le ventre plein aussi? Il eut un nouveau spasme d'hilarité. Je crois que vous perdez votre temps, monsieur Tarayan. Mulbar n'est pas à vendre. Par acquis de conscience, je vais consulter mon conseil. Mais ne vous faites pas trop d'illusions quant à la réponse. Regardez dans la boîte à gants devant vous. Intima Tarayan. Hubert s'exécuta. Il en tira une enveloppe bien gonflée. De billets, sans aucun doute. De l'argent? Pourquoi faire? Je n'ai rien accepté. Votre petite commission. Et la même chose dès que vous aurez obtenu l'accord de votre conseil. En plus des 850 000, bien entendu. Monsieur, je suis un élu de la République, choisi par des villageois qui me font confiance. Je ne mange pas de ce pain-là. Mais vous êtes un grand malade, ma parole. S'étrangla Tarayan dans le parlophone. Pensez au moins à tout ce qu'on peut apporter aux pauvres gens de votre village. Pauvres? C'est marrant ce que vous dites, parce que justement, on n'a plus de pauvres depuis quelque temps. Ils ont disparu en même temps que les riches. Tarayan était à 2 doigts de s'arracher les cheveux. Promettez-moi au moins d'en parler à votre bande de cutéreux. Couina-t-il. Peut-être qu'après 1 ou 2 nuits de sommeil, vous deviendrez plus raisonnable. Prenez le portable qui se trouve dans la boîte à gants. Mon numéro est en mémoire. Appelez-moi dès que vous aurez la réponse. Et dites oui, ça vaudra mieux pour tout le monde. Surtout, n'attendez pas que la batterie soit à plat. Elle tient 6 jours en veille. Tiens, ça marche encore ces trucs-là? S'étonna Hubert en récupérant le téléphone. Au même moment, un remue-ménage se produisit à l'extérieur. Il y eut des cris, un grondement de moteur et une détonation. Qui a tiré? Raya Tarayan dans le parlophone. Au même moment, le grondement de moteur s'amplifia et la limousine s'éleva d'une 30aine de centimètres. Les 2 hommes jaillirent en même temps hors de l'habitacle, plongeant brutalement dans la lumière vive de cette matinée de printemps. Tarayan rata la marche et se cassa la figure. « Mais c'est quoi ce bordel ?» rugit-il. Sur son tracteur, Frédéric Koenig caressait du doigt l'impact qu'avait laissé la balle au niveau de l'arceau de sécurité. « Faut dire à vos gars de se calmer, mon bon monsieur. Ils ont l'air un peu à cran. Je veux bien leur préparer une camomille si ça peut aider. »
Mais c'est quoi ce bordel? Rerugit Tarayan, un poil répétitif en époussetant son costard. Sous ses yeux ahuris, la limousine lévitait, les roues pendantes, soulevées par la fourche hydraulique du tracteur. On n'aurait pas voulu que vous partiez en oubliant de nous rendre Hubert. On en a encore besoin. Les élections, c'est que l'an prochain. Et peut-être même qu'on voudra le garder d'ailleurs. Merci Frédéric pour ta présence d'esprit, dit Hubert en notant sa tenue aseptique. Mais ce n'était pas nécessaire. Les tractations sont terminées. Ces messieurs vont s'en aller. Maintenant, je crois qu'on s'est tout dit. Il s'approcha d'un des gardes du corps et lui fourra le kit de protection usagé dans les mains. Merci de reprendre ça avec vous. La collecte des déchets est en dérangement ces derniers temps. Il n'y a plus que le compost et les toilettes sèches qui fonctionnent. Le gorille regarda la boule de polyester comme s'il s'était agi d'un étron. Il la jeta dans le 4x4 et y grimpa à son tour. Frédéric reposa la limousine et recula son engin. Le convoi démarra et fit demi-tour dans un crissement de pneus. Alors que les 3 véhicules s'élançaient dans un rugissement de moteur, le mastard baissa sa vitre fumée et lança la tenue aseptique par la fenêtre. 1 heure plus tard, le conseil MVT se réunissait en séance extraordinaire. Hubert raconta l'hallucinante proposition qui lui avait été faite. Il ne mentionna même pas la liasse de billets qu'il avait bien entendu abandonnée sur le siège de la limousine. « Mais alors, ça veut dire que tout est en train de recommencer comme avant ?» dit Léa incrédule. « Pire !» corrigea Malika. « Maintenant, les gens vont bosser juste pour un peu de bouffe. Tu as entendu ce que le mec a dit? Ils seront nourris. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de salaire, objecta Laure. Tiens, ça, tu peux toujours rêver, répliqua Malika. La crise, c'est trop cool pour ceux qui ont de la thune. Les pauvres types leur mangent dans la main. Ils sont toujours prêts à la lécher et ils battent encore de la queue pour dire merci. À propos de ta gueule, Anne-Cécile, la coupa Laure qu'il avait vu venir. Il est gonflé quand même, ce Frédéric, fit observer Marco. Heureusement que la balle n'a pas ricoché vers lui. C'était de l'intimidation, mais ça aurait pu mal tourner. Alors maintenant, on paye en dollars? Soupira Joël incrédule. Quand je pense comme je me suis crevé à mettre plein d'euros sur mon PEL... Eh bien, n'y pense plus, ça vaut mieux, conseilla Léa. Bon, on fait quoi pour le Griffy? Recadra Hubert. Ben, on les envoie chier, suggéra Malika, que son aversion pour Tarayan et tous ses semblables rendait un peu trivial. On va formuler autrement, suggéra-t-il. Mais c'est bien ce qu'on va dire. De toute façon, qu'est-ce qu'on ferait du fric? demanda Anne-Cécile. Ça, tu ne sais pas, objecta Nussbaumer. Si tout redémarre demain d'un seul coup, ou même petit à petit, ça pourrait financer des projets intéressants. Genre? demanda Lionel. Genre une 2e centrale, par exemple. Pourquoi faire? s'étonna Anne-Cécile. Celle-ci produit plus que ce qu'on consomme, même avec les bains, les 2 saunas, la menuiserie et la gustavette. Oui, mais pour l'instant. Si on réactive le réseau, on aura besoin de beaucoup plus. Pour que chacun puisse de nouveau rester scotché dans son coin devant les séries à la con? répliqua Anne-Cécile. Ou que les gosses s'abrutissent sur leur console? renchérit Léa. Je crois qu'on a oublié le plus important, intervint Hubert. Vous savez ce qu'il y a au Bronnikov? C'est sûrement ça qu'ils veulent récupérer, entre autres. Wow. Les sources qui alimentent le village. L'argument coupa court à toutes les hésitations. Pas question de brader un trésor aussi vital. Je l'appelle? Le maire composa l'unique numéro de la mémoire, marqué AT, et activa le haut-parleur. Monsieur Tarayan? Oui, Stam. Vous avez encore une question? Non, une réponse. C'est non à l'unanimité. Vous êtes vraiment givré. 4 mois par an en moyenne. Mais là, ça va déjà beaucoup mieux. C'est le printemps. L'homme eut un nouveau rire nerveux, tandis que le conseil pouffait en mode silence. En tout cas, je n'aurai jamais autant ri qu'aujourd'hui. C'est déjà ça. Eh bien, tant mieux, concéda Hubert. Ah, encore une chose. Oui? Vous nous oubliez définitivement. Ça va être difficile. Des comme vous, j'en croise pas tous les jours. Mais je veux bien faire semblant. Merci, et... Quoi encore? Que dois-je faire du téléphone? Finissez la batterie en appelant vos potes, si ça peut vous faire plaisir. C'est cadeau. C'est un forfait illimité. Mes potes sont tous en dérangement. Ils n'ont pas payé leur dernière facture. Les conseillers se bidonnèrent de bon cœur, mais cette fois, c'en était trop pour Tarayan. Alors balancez-le, on n'en a rien à cirer du téléphone, railla-t-il. Et allez tous vous faire foutre. Ah ça, c'est une bonne idée, applaudit Anne-Cécile. Avec un peu de chance, Émilie n'a pas fini sa sieste. Chapitre 29.
Les opérations extérieures, rebaptisées visites de pollinisation pour faire moins militaire, s'enchaînèrent à un rythme soutenu de mai à septembre, à la faveur des bouturages et des récoltes de graines. Elles apportèrent quelques belles surprises. La première attendait Hubert et Marco sur le parking d'une supérette à l'entrée de Münster. Ils découvrirent 8 voitures sagement alignées au soleil, l'intérieur des vitres recouvert d'une fine buée. Les sièges avaient été retirés et remplacés par des rayonnages à base de palettes sur lesquels reposaient des casseroles, pots et contenants divers remplis de pousses de toutes sortes. Elles avaient été transformées en mini-serres par un jardinier astucieux. « Et là, vous essayez de me faucher ma bagnole, c'est ça ?» Les 2 pollinisateurs sursautèrent comme un seul homme. Ils se retournèrent pour découvrir un quinquagénaire hilar en sandales et chapeau de paille. « Ils vous plaisent mes potagers urbains ?» lança-t-il en leur tendant une large pogne. « Je les ai baptisés des autofertiles. C'est pratique, pas cher et ça marche d'enfer. En plus, j'ai gagné des super fauteuils pour ma salle de réunion. » « Des réunions ?» réagit Hubert, très intéressé. « Oui, j'ai monté un genre d'association de jardiniers fous. Je donne des trucs et astuces, on échange des graines, on est déjà une 50aine à Münster, et on commence à former des gens de l'extérieur. Les incroyables comestibles, vous connaissez ? Ah ça oui, on connaît. Confirma Marco. C'est même grâce à ça qu'on a tous le ventre plein à Mühlbach. Mais le coût des voitures, ça, on n'avait pas du tout imaginé. L'homme déroula tous les avantages de son mode de culture. Gisement de véhicules énormes, à l'échelle de l'humanité, qu'il faudrait bien reconvertir d'une façon ou d'une autre. Possibilité de les fermer à clé, pour ceux qui ne pratiqueraient pas encore l'abondance partagée, croissance hyper rapide dès la fin de l'hiver grâce à l'effet de serre, évaporation limitée, protection contre les animaux, place disponible pour ranger des outils dans le coffre. « Je prévois aussi de virer le moteur pour installer le compost sous le capot, » ajouta l'incroyable jardinier. Du coup, en faisant une rotation sur 2 ou 3 véhicules pour le laisser reposer suffisamment, j'aurai toujours de quoi planter sous la main. Il ouvrit la portière d'une antique chignole pour abaisser un peu la vitre. Le must du must, c'est les vieux modèles avec des fenêtres à manivelle. Là, vous réglez l'aération comme vous voulez. Sinon, il faut arracher les garnitures de porte et farfouiller après la crémaillère. C'est moins pratique, mais on y arrive aussi. Génial, s'écria Marco, conquis. Il suffisait de se creuser un peu, répondit l'homme avec modestie. C'est pour ça que j'aime bien cette époque. On est quasi obligé d'avoir de bonnes idées. Autant la prospérité rend flemmard et conformiste, autant la crise ça rend malin. Dans les semaines qui suivirent, ils rencontrèrent de plus en plus d'autos fertiles au fil de leurs déplacements, d'abord à Colmar, puis dans la vallée de Kaisersberg. L'autre grande révélation fut la découverte d'une installation de production de spiruline dans une ferme du Ried. Un couple de quadragénaires y cultivait cette algue médicinale comestible extrêmement polyvalente, dont la vitesse de reproduction sidérante était selon eux un remède imparable à la pénurie alimentaire. Ils conduisaient par ailleurs des recherches déjà assez avancées pour en extraire de l'énergie grâce au processus de méthanisation. Hubert et Marco en apportèrent un échantillon avec lequel ils avaient l'intention d'ensemencer leur propre réservoir qu'il suffirait de porter au-delà de 30 degrés pour déclencher le processus de prolifération. Si c'était très facile en été avec un système de couverture à effet de serre, la centrale leur ouvrait même la possibilité de produire en hiver grâce à des résistances. La troisième belle surprise fit la joie de la famille Fischer. Au retour d'un troc de graines à Linthal, les 2 missionnaires avaient croisé en chemin les ruines d'un vaste chalet en madrier, partiellement détruit par les flammes des années auparavant. L'ancien refuge dynamo, situé sur le versant oriental du Petit Ballon, avait accueilli un siècle durant des dizaines de milliers de randonneurs, avant qu'une stupide histoire de normes d'assainissement ne l'oblige à fermer ses portes, malgré la motivation et les efforts d'une poignée de bénévoles passionnés. Des vandales avaient fait le reste. S'il n'y avait rien d'intéressant à tirer des décombres, le toit recelait en revanche un petit trésor. 4 panneaux photovoltaïques, dont 3 seulement avaient été endommagés par l'incendie. Le 4e paraissait indemne. Ils le déconnectèrent prudemment pour ne pas s'électrocuter et le démontèrent, ainsi que l'onduleur, intact lui aussi. Ils avaient la désagréable impression de commettre un larcin, même si le chalet était abandonné depuis belle lurette. Dès le lendemain, l'installation d'eau chaude de la boutique avait repris vie, puisque la pompe de circulation des panneaux solaires thermiques pouvait à nouveau être actionnée. Les Fischer n'en continuèrent pas moins de fréquenter de temps à autre les bains municipaux. Mais qu'il était pratique de pouvoir se doucher à domicile et d'avoir l'eau chaude au robinet pour le ménage et la vaisselle, même en été, lorsque la cuisinière à bois était au repos.
Il y avait aussi eu quelques mauvaises rencontres, mais les rares personnes mal intentionnées que les deux émissaires avaient croisées étaient à la recherche d'alcool, de cigarettes ou de dollars. Ne possédant aucun des trois, Hubert et Marco vidaient leurs poches et leurs sacs à dos sans faire d'histoire, demandant seulement à pouvoir se tenir à distance des pirates pour éviter les maladies, ce qui leur était systématiquement accordé. À 2 reprises, ils avaient dû abandonner leurs provisions de route, et une fois, on leur avait confisqué leur vélo. Jamais en revanche ils n'avaient eu la sensation que leur vie était en danger. À l'inverse, les rencontres agréables et édifiantes étaient fréquentes. Il s'avéra que des groupes de transition avaient déjà vu le jour un peu partout dans la région. La démarche de résilience ne s'appliquait pas qu'à Mulbach. Cependant, les communautés vivaient toutes dans la peur des pillages que beaucoup avaient connus à un moment ou à un autre. Certains avaient élaboré un système défensif et s'entraînaient à résister à d'éventuelles attaques, ce qui, selon Marco, était absurde. La violence ne peut engendrer que la violence, avait-il commenté au retour d'une expédition. En plus, c'est sans fin. On finit toujours par tomber sur plus fort que soi. La seule solution est d'éradiquer les racines du mal, à commencer par la faim qui peut transformer le meilleur bougre en brute épaisse. Et je ne parle pas des addictions. Il y en a qui tueraient pour un paquet de clopes ou un litre d'alcool fort. Dans un village du vignoble, où de nombreux cambriolages s'étaient produits, les habitants avaient froidement exécuté, pour l'exemple, une famille de pucs errants et avaient exposé leurs corps empalés au bord de la grande route. Le conseil de Mulbach s'était vivement indigné d'une pareille barbarie, d'autant plus qu'aucun lien entre les malheureux et les vols n'avait pu être établi. Ces derniers avaient d'ailleurs continué de plus belle, après le lynchage, à se demander s'il n'était pas perpétré par quelqu'un du village, puisqu'aucun mouvement suspect n'avait été constaté. La commune était devenue la cible de razzias régulières, en partie parce qu'elle était riche et qu'on y trouvait du vin en grande quantité, mais aussi parce que les malfrats de tout poil n'éprouvaient guère de scrupules à piller des personnes aussi peu recommandables. La question de la justice taraudait Hubert, qui demanda à son conseil d'établir une charte de conduite envers d'éventuels malfaiteurs, qu'ils fassent ou non partie de la communauté. C'est faute d'avoir fixé les règles en amont qu'on se retrouve à commettre des folies dans le feu de l'action, avait-il fait remarquer avec raison. Mais si tout le monde s'accordait sur la démarche, personne n'eut le cœur à définir d'éventuelles sanctions. La seule énumération des délits possibles avait ébranlé le moral de l'équipe. Je veux espérer que nous n'aurons jamais à faire de tels arbitrages, dit Laure, et préfère croire que notre attitude solidaire et respectueuse nous mettra à l'abri aussi longtemps que possible. Je veux parier sur la confiance. Rappelez-vous que la seule fois que nous avons eu très chaud, la solution s'est présentée d'elle-même, en temps et en heure, en la personne d'Ibrahim. Je comprends ta position, Laure. Mais en tant que responsable de la sécurité des personnes, je ne peux pas me contenter de prières, en comptant sur des miracles. Chacun son job. La pasteur, bien qu'elle comprenne la position du maire, avait accusé le coup. Vu mon âge avancé, je me permets de donner un conseil de sage. Était intervenu Nussbaumer. Prenons garde que la peur du mal ne produise pas des effets plus graves que le mal lui-même. Nous avons jusqu'à présent réussi à agir en toutes circonstances avec bon sens, sans jamais nous diviser. Si un jour la situation l'exige, je suis persuadé que nous saurons trouver la solution la plus adaptée. Ne construisons pas une prison dans l'optique d'avoir quelqu'un à y enfermer, sans quoi on finira par trouver une occasion de l'inaugurer. Il vaut mieux utiliser notre énergie à des fins plus positives. Nussbaumer fut très applaudi. Hubert admit, de bonne grâce, de ne pas être suivi cette fois par son conseil. Pour ne pas rester sur une pensée négative, reprit l'ancien notaire, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le 2 octobre, je marie mon petit-fils avec la charmante demoiselle Fischer, ici présente. Il va sans dire que tout le village est invité. De moissons en cueillette et de confitures en pressage de fruits, l'automne arriva une fois de plus à une vitesse impressionnante. Ce 2 octobre fut un jour de liesse pour toute la communauté, d'autant plus que l'on célébrait le même jour la fête des récoltes, particulièrement abondante, à la faveur d'un été qui n'avait été avare ni de pluie ni de soleil. Nussbaumer, qui avait tenu à conduire les futurs époux à la mairie, se pavanait comme un paon au volant de Queen Elizabeth, qu'il avait ressuscité et bouchonné avec amour pour la circonstance. Dans le sillage du véhicule, qui avançait au pas avec une solennité digne de la couronne britannique, quelques exclamations fusèrent. « Bah, qu'est-ce qui pue son taco ?» geignit Marco en s'éventant avec son mouchoir. « Mais faut avouer que c'est la classe. » objecta Lionel. «
Quand je pense qu'on roulait tous en voiture il y a 2 ans à peine, acquiesça Paul. On ne s'en rendait pas compte. Excuse-moi, mais moi je n'ai jamais eu un V12 qui suce 14 litres de super au 100 km. Objecta Anne-Cécile. D'ailleurs, on est tranquille. Intervint Malika. Vu ce qu'elle consomme, sa Jag, ce sera sa dernière sortie. Il aura tout juste de quoi remonter jusqu'à son garage. Eh bien, tant mieux. Se réjouit Joël. On ne la regrettera pas. La salle du conseil ne pouvait bien entendu pas contenir la foule des villageois, qui attendirent patiemment sur le parvis que Hubert unisse le couple officiellement dans l'intimité de la famille et des amis les plus proches. Comme il avait tenu à rappeler le rôle actif qu'avait joué Léa à travers le CCC et MVT, et qu'il avait pas mal d'anecdotes personnelles à évoquer, ça prit une bonne demi-heure. Il avait en outre prévu un très beau cadeau, grâce à la complicité de Malika. Avec le livret de famille et les attestations habituelles, il leur remit solennellement l'ébauche manuscrite du Cri du Colibri, retrouvée dans la corbeille de la chambre de la boutique après le départ de Pierre-Yves et Sabine. Transmettez ce texte à vos descendants, en espérant que la voie de la sagesse ne sera plus jamais couverte par celle de la colère, avait-il conclu, émouvant. Lors du culte en plein air, qui ressembla fort à celui de Pâques, avec quelques degrés en plus, Laure avait renoncé à évoquer les débuts des fichères dans le village. Cela eût certes été l'occasion de rappeler que les a priori négatifs n'ont généralement pas lieu d'être, mais il aurait été dommage de stigmatiser, même rétrospectivement, des villageois aujourd'hui si unis. Tant mieux s'ils avaient totalement oublié leur réticence, voire leur ressentiment à l'égard de ces sales parigots qui avaient négligé le pauvre Émile. Durant le banquet dressé au foyer paroissial, chacun rivalisa d'originalité et de talent pour rendre hommage à Hugo et Léa. Un groupe cuisine d'une bonne quinzaine de personnes s'était chargé de préparer le repas, qui fut servi par une vingtaine d'autres volontaires. Plusieurs amis proposèrent un jeu, un petit discours ou un morceau de musique. Nussbaumer avait même réussi à retrouver et faire venir sa vieille bande de rockers qui massacrèrent consciencieusement Que je t'aime, Everybody Needs Somebody to Love et Hotel California. Je crois que je préférais encore l'odeur de son pot d'échappement, glissa Anne-Cécile à Malika durant le deuxième morceau. La prestation était touchante, à défaut d'être réussie. Elle valut au quatuor de beaux applaudissements et les baisers de la mariée, reconnaissante et sincèrement soulagée qu'ils aient finalement renoncé à attaquer un quatrième morceau. On a un peu perdu la main, mais le cœur y était, conclut le grand-père du marié avec humilité. Au moment du dessert, Paul avait tenté de déchiffrer le manuscrit des colibris posé sur la table devant lui. Il avait chaussé machinalement les lunettes de Nussbaumer, que ce dernier avait abandonnées pour aller danser une valse avec Laure au son de l'accordéon de Frédéric Koenig. Il eut la surprise de découvrir qu'elle lui correspondait parfaitement. Dire que je les avais à portée de main depuis 1 an, et que j'en ai jamais profité. Quelle nouille. C'est une habitude chez toi, releva Anne-Cécile. Je te rappelle que c'était pareil avec Malika. On se demandait tous si tu le faisais exprès pour la rendre folle ou si tu étais complètement à la masse. Avec moi, ça n'aurait pas traîné, je peux te le dire. Je t'aurais croqué vite fait, bien fait. Souviens-toi quand même que lorsqu'elle est venue s'installer chez moi, elle avait une copine. Se défendit Paul. En se rasseyant, Nussbaumer fut ravi d'apprendre qu'il pourrait mutualiser ses lunettes avec Paul. Il lui proposa d'en disposer chaque soir après 20 heures, car la lecture l'endormait trop vite. Et il va sans dire qu'elles seront à toi lorsque je casserai ma pipe, ajouta-t-il sans pathos. J'accepte, mais le plus tard sera le mieux. Ça me fait penser que je n'ai pas encore fait mon testament. Un comble pour un notaire. Eh bien, dites donc, il y a de l'ambiance à la table des mariés. Fit remarquer Kader, qui passait par là et avait saisi au vol la dernière phrase de Nussbaumer. Alors que la fête battait son plein, Léa sortit prendre l'air un moment. Paul la rejoignit un peu plus tard. Il la trouva accoudée au parapet du pont, le regard dans le vague et l'œil humide. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu as fait un bon choix, dit Paul, en se méprenant sur la nature de ses pensées. Hugo est un chouette bonhomme, il sera un bon mari. Léa rit dans un sanglot. Je ne me fais pas de soucis de ce côté-là, dit-elle en se blottissant dans les bras de son père. Il me rend très 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 heureuse, et je suis sûre que ce n'est qu'un début. Eh bien alors, qu'est-ce qui te fait de la peine? Maman me manque, gémit-elle avant de fondre en larmes. Chapitre 30. Maman, des recycleurs, ils arrivent. Il y en a beaucoup. Ils sont en train de s'installer près de l'école. La fillette était rose d'excitation et hors d'haleine. Viens voir, trépignait-elle en s'accrochant au tablier de sa mère. Du calme, mon cœur,
répondit Léa. Ils sont sûrement là pour quelques jours. Nous aurons tout le temps d'y aller. L'arrivée d'une caravane de recycleurs était toujours un événement. D'abord par l'ampleur du remue-ménage que constituait le déplacement des camions. Certaines confréries en possédaient jusqu'à une trentaine. Ensuite, parce que c'était l'occasion de recevoir les nouvelles du monde. Le soir de l'arrivée, le patriarche ou la matriarche de la confrérie faisait traditionnellement le récit de ce qu'avait vécu le groupe depuis son dernier passage. La venue d'une caravane dans la communauté était aussi pour beaucoup une parenthèse gourmande. C'est grâce à elle qu'on pouvait se procurer des oranges, des bananes, des épices, du chocolat ou du thé, bref, tout ce qu'il était rigoureusement impossible de faire pousser sous nos latitudes. Mais par-dessus tout, on appréciait leur savoir-faire exceptionnel pour réparer ou réutiliser tout ce qui ne fonctionnait plus. Ils transportaient avec eux une quantité impressionnante de pièces de toutes sortes, provenant des machines, des objets, des véhicules qu'ils récupéraient et désossaient au fil de leur pérégrination. Leur savoir-faire exceptionnel, conjugué au fait qu'ils avaient année après année résorbé les montagnes d'épaves de voitures, d'électroménagers qui encombraient les villes, les avait rendus extrêmement populaires dès la fin de l'ère industrielle. Ils assuraient aussi la formation de la jeunesse. Lorsqu'ils quittaient une ville ou un village, ils acceptaient parfois de prendre avec eux quelques jeunes gens motivés et avides de découvrir le monde. C'est ainsi que Léo avait quitté Mulbach 2 ans auparavant, intégrant la confrérie des amandiers, une importante caravane spécialisée dans le travail du métal. L'expérience qu'il avait déjà acquise dans l'atelier de serrurerie de la Grange Bauer avait décidé le patriarche des amandiers à lui donner sa chance. Il reviendrait au village d'ici 2 à 3 ans, à moins qu'à l'issue de son voyage initiatique, il ne décide d'intégrer définitivement la confrérie. Beaucoup, à Mulbach, considéraient qu'avec son talent et son caractère bien trempé, il avait tout pour devenir un jour patriarche à son tour. Lorsqu'on leur faisait bon accueil, que le troc et la collecte d'objets avaient été fructueux, les recycleurs offraient aussi à leurs hôtes des spectacles d'une qualité inouïe. À Mulbach, où ils récupéraient essentiellement du bois, des noix et des conserves de fruits, ils appréciaient de pouvoir utiliser quelques jours durant les ateliers de la Grange Bauer, plus confortables et mieux équipés que leurs remorques aménagées. Mais surtout, ils se délectaient des bains municipaux, luxe suprême qu'on leur proposait rarement. Le village était donc pour les confréries une étape agréable qu'ils n'auraient ratée pour rien au monde lors de leur passage en Alsace. Cela valait à Mulbach d'en accueillir une bonne quinzaine dans l'année, ce qui généralement était l'apanage des grandes villes. Aux côtés des recycleurs proprement dits, une confrérie possédait le plus souvent son groupe de saltimbanques. Comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs et acrobates investissaient les rues et les places, parfois même l'une ou l'autre maison lorsqu'on les y invitait. Il tardait à Élémile d'atteindre la majorité à son tour pour intégrer une troupe. Il tannait Hugo presque tous les jours à ce sujet, depuis le décès de ses parents, emporté par la leucémie à 3 mois d'intervalle, l'année de ses 12 ans. Les soins attentifs prodigués par Léa, devenue une phytothérapeute hors pair capable de guérir toutes les affections traditionnelles, n'avaient rien pu contre ce mal implacable. Comme des centaines de personnes dans la seule vallée de Münster et des millions en Europe, Paul, Malika, faisaient partie, ainsi que Hubert, Laure, Fred, Joël et Kader, des victimes indirectes de l'explosion de la centrale nucléaire de Gronde. Cet ancien site avait été revendu en même temps que des dizaines d'autres à une société supposée en assurer le démantèlement. L'entreprise en question avait en réalité relancé temporairement l'exploitation, mais faute de maîtrise technologique suffisante et d'investissement, la centrale avait connu une série de pannes. Peu fiable et non rentable, elle avait été purement et simplement abandonnée à son destin jusqu'à ce qu'elle devienne le tristement célèbre Tchernobyl allemand. On craignait d'autres catastrophes du même ordre, car un scénario identique s'était produit en Angleterre, au Japon, en Espagne et en Égypte. On avait beau polémiquer sur le fait que les États auraient dû assurer un démantèlement adapté lorsqu'ils en avaient encore les moyens, la réalité était là. Seule la vieille centrale de Fessenheim avait fait l'objet d'une procédure en règle au début des années 20, grâce à la persévérance des associations antinucléaires alsaciennes, suisses et allemandes. « Hugo Hugo » appela Léa en direction de la maison. « Je descends avec Gaïa voir les recycleurs. Tu t'occupes du repas ? Et l'Émile va rentrer de l'école d'ici une demi-heure. » D'accord, à tout à l'heure, mon cœur.
acquiesça Hugo depuis le grenier, où il était en train de replacer des tuiles qu'un coup de vent avait fait glisser dans la gouttière la nuit précédente. En chemin, elles rencontrèrent Nussbaumer, qui clopinait en s'appuyant sur sa canne. « Tu viens avec nous, grand-papy » lança Gaïa de sa petite voix joyeuse. « Filez devant, je vous rattrape » répondit le vieux notaire. « Et gardez-moi des bananes s'il y en a » ajouta l'ex-rocker bientôt centenaire. Un quart d'heure plus tard, alors que Gaïa observait fasciné un recycleur qui rebobinait un alternateur pour l'éolienne des Aberrais, Léa et Nussbaumer s'installèrent sur un banc au soleil. Le vieil homme enleva ses lunettes pour les essuyer. « Quand je pense qu'elles devraient être sur le nez de ton père à l'heure qu'il est, et c'est moi qui les porte encore. Et pour voir quoi? Une momie dans mon miroir chaque matin ?» Léa lui posa la main sur la cuisse. Et pour voir chaque jour ton arrière-petite-fille qui t'adore. Nussbaumer acquiesça, avec un sourire. N'empêche, j'ai vécu trop longtemps. Mais non. En plus, tu es quand même sacrément en forme pour ton âge. As-tu fait les cataplasmes d'argile que je t'ai préparés? Oui, madame. Et je prends bien mon Nigari tous les matins. C'est tellement dégueulasse que je regrette d'être en vie pour avoir à subir ça. Ils rirent de bon cœur. Merci de t'occuper si bien d'un vieux crouton comme moi, glissa le vieillard. Tu es une fée. Anne-Cécile fit irruption sur la place, les yeux aussi brillants que ceux de Gaïa. Un arrivage de beau mec tout neuf. Waouh! Lança-t-elle, fidèle à elle-même. Ça va nous changer un peu des gars du village. Après le décès de Fred, certains s'attendirent à ce qu'elle devienne incontrôlable et que toute la population mâle y passe. Mais c'était mal la connaître. Ces provocations répétées n'étaient effectivement qu'une facette de son humour particulier. Elle était restée seule, et même solitaire. Laure, qui partageait son logement depuis le fameux hiver, tenta bien de l'inciter à rencontrer quelqu'un. Mais l'ex-présidente du CCC n'avait plus le goût à la romance. Si elle continuait effectivement de se promener nue dans la maison les 3/4 du temps, elle avait fait une croix sur son corps et ses plaisirs. C'est Lionel qui avait finalement su la conquérir et ressusciter ses ardeurs légendaires. Elles étaient effectivement d'une intensité inouïe selon une confidence qu'il avait faite un jour à Marco, mais elles demeurèrent exclusivement conjugales, comme cela avait été le cas avec Fred. « As-tu des nouvelles d'Émilie » demanda Léa à Anne-Cécile. « Elle va bien. L'accouchement est prévu pour novembre. Ils viendront tous les 3 passer Noël à la maison, avec Julien et le bébé. » Célestat n'était certes pas le bout du monde. Pourtant Anne-Cécile n'avait vu sa fille que 3 ou 4 fois depuis qu'elle était partie s'installer dans le Bas-Rhin, 2 ans auparavant. Mais elle s'écrivait régulièrement à présent, même si le courrier était un luxe que beaucoup réservaient encore aux très grandes occasions. « Je me rappelle encore quand tu la baladais dans ton écharpe péruvienne. » commença Nussbaumer. Les 2 femmes échangèrent un regard complice. C'était parti pour la séquence nostalgie. L'après-midi, Léa entreprit de faucher sous les noyers en prévision de la récolte, tandis qu'Hugo et Élémile fendaient du bois devant la boutique. Il fallait faire vite. Le coup de vent de la veille avait déjà fait tomber de nombreux fruits qu'elle essayait de ne pas écraser, mais elle se garda bien de se baisser pour les ramasser. En balançant régulièrement sa faulx devant elle, la jeune femme laissa vagabonder ses pensées. C'est une fois de plus le visage de Malika qui lui revint en mémoire. Malika qui lui manquait cruellement. Depuis qu'elle s'occupait d'Élémile avec Hugo, il ne se passait pas un jour sans que la jeune femme regrette les temps bénis où la boutique accueillait des visiteurs de tout le pays ou plus loin. Pourquoi n'avait-on pas réussi à rectifier le tir tant qu'il en était encore temps? Elle maudit une fois de plus la vague de violence aveugle qui avait tué dans l'œuf le cri du colibri, avec toutes les promesses et tous les espoirs qu'il contenait. Ses mâchoires se crispèrent et ses phalanges blanchirent. Elle serrait bien plus que nécessaire les poignets de l'outil. « Papa, tu m'expliques encore l'histoire des 30 » demanda Gaïa après le dîner. « Mais je te l'ai déjà raconté 2 fois cette semaine » protesta Hugo. « Allez, papa » implora la fillette. « C'est toi qui dis tout le temps qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. » Vaincu par son propre argument, Hugo posa son livre avec un soupir et fit grimper sa fille sur ses genoux. « Allez, on prend la machine à remonter le temps. Tu es prête ?»« Prête !» cria la fillette tout excitée. « Direction le XXe siècle » lança Hugo en imitant une voix de robot. Il fit toute une série de bruitages qu'il conclut en frappant son verre avec le manche d'un couteau. Après ce digne retentissant, il laissa passer un temps de silence et démarra son récit. Longtemps avant ma naissance, quand grand-papy était un petit garçon de ton âge,
il y a eu une grande guerre en Europe et dans le monde. C'était très dur, beaucoup de gens ont souffert et sont morts. Mais quand la paix est revenue, il y avait beaucoup de travail pour reconstruire tout ce qui avait été cassé. Les usines tournaient à plein régime. On avait autant d'énergie qu'on voulait. Alors, les gens se sont mis à acheter énormément de choses. Ils ne voulaient plus cultiver, aller à pied ou à vélo, et mener une vie simple comme leurs parents et leurs grands-parents. Beaucoup sont partis à la ville, se sont achetés une voiture, plein d'objets en plastique, des vêtements à la mode. La pollution et le gaspillage se sont développés à toute vitesse. Ça, c'était les 30 glorieuses, dit Gaïa, très fière de son savoir. Elle n'avoua pas qu'elle n'avait aucune idée de ce que signifiait usine. Oui, c'était dans les années 50-60. Ça a duré jusqu'au milieu des années 70, à peu près 30 ans après la fin de la guerre. Et pourquoi ça s'est arrêté? Interrogea la fillette, bien qu'elle sache la réponse. À cause du premier choc pétrolier, répondit Émile, qui lui aussi connaissait l'histoire par cœur. C'est ça, confirma Hugo. Le monde a réalisé d'un seul coup que l'énergie n'était pas infinie, mais qu'en même temps, on n'arrivait pas à s'en passer. Le pétrole est devenu plus cher et ça a ralenti l'économie. Le chômage a commencé à se développer, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne trouvaient plus de travail. On leur donnait un peu d'argent, des sortes de grains de sel, pour s'acheter de quoi manger, mais ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils puissent retrouver un métier pour vivre correctement. Tous les gens sont devenus pauvres alors? Demanda Gaïa. Non, pas tous, mon cœur. Poursuivit Léa. Beaucoup de gens le sont effectivement devenus, et ceux qui l'étaient déjà l'ont été encore plus. Mais en même temps, il y avait de plus en plus de riches qui s'enrichissaient encore plus vite. Il y aurait eu assez pour tout le monde, mais les richesses étaient très mal réparties. Ça créait des tensions entre les pays. On a fait des guerres en disant que c'était pour une question de politique ou de religion, parce qu'on était les gentils et qu'il fallait se débarrasser des méchants. Mais en fait, c'était pour récupérer des stocks d'énergie, du pétrole, de l'uranium, du gaz. Mais les gens étaient d'accord? S'étonna Émile. Plus ou moins, mais ils ont laissé faire, répondit Hugo. Ils étaient bêtes alors? Insista-t-il. Ce n'est pas qu'ils étaient bêtes, ils étaient pris dans l'engrenage, expliqua son demi-beau-frère. Ils ne voyaient que leurs petits soucis, leurs petits conforts, leurs petites maladies, et ça les occupait tellement qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Et s'ils se rendaient compte, ils se disaient « Je ne peux rien y faire, moi. C'est au gouvernement de créer des lois, de changer leur politique. » Mais tous ces gens tenaient quand même à leurs habitudes, à leur mode de vie. On est tous comme ça, c'est humain. D'un côté, ils auraient voulu que le système puisse durer éternellement, mais d'un autre, ils ne faisaient absolument rien pour, au contraire. Avec la publicité, on leur donnait envie de plein de choses dont ils n'avaient pas du tout besoin. On leur faisait croire qu'il leur fallait ceci, cela, telle opération ou tel traitement, alors qu'ils s'étaient rendus malades en fumant, en buvant ou en mangeant n'importe quoi. Certains disaient même qu'à une époque, on a distribué des maladies à travers la nourriture ou les vaccins. Ça arrangeait bien les médecins et tous ceux qui fabriquaient ou vendaient des médicaments. Mais bon, on n'en est pas vraiment sûr. Toujours est-il que pour ne pas trop penser à tout ça, les gens consommaient. C'est vrai que chacun avait une voiture et un téléphone? Demanda l'adolescent qui jouait volontairement les incrédules. C'est quoi un téléphone? Interrogea Gaïa espiègle. C'est un truc où on peut parler dedans? Et que quelqu'un il peut nous entendre parler même plus loin que là où habite Émilie? Oui, c'est ça, mon cœur. Dit Léa en lui caressant les cheveux. Quand j'avais l'âge d'Émile, tout le monde avait un téléphone. Sauf moi, parce que mon papa disait que c'était mauvais pour le cerveau. Quand tu étais petite et que tu habitais Paris? Bref, interrompit Hugo, qui avait hâte de finir son histoire pour se replonger dans son livre. Les gens ont continué à gaspiller de plus belle, et la pollution n'a pas arrêté d'empirer, au point que les climats se sont complètement déglingués. C'était les 30 désastreuses. Ensuite, ça a commencé à péter de tous les côtés. On ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Il y a une série de crises qui ont marqué le début des 30 douloureuses. Ta maman avait à peu près ton âge. Des maladies bizarres sont apparues parce qu'on mettait plein de produits toxiques dans tout ce qu'on mangeait. On avait aussi trafiqué les cellules des plantes et des animaux ou donné de la viande en poudre à manger aux vaches. Sans parler des ondes, mais ça c'est trop long à expliquer. Mais les vaches, ça broute de l'herbe, ça ne mange pas de viande. S'indigna Gaïa. Tu as raison. Mais ce qu'une petite fille de 8 ans sait très bien, certains savants très intelligents l'avaient complètement oublié. Reprit Hugo. Il y a aussi eu des grosses crises financières. Il faudrait que Lionel t'explique comment des gens arrivaient à fabriquer du faux argent juste en jouant avec des chiffres. Il s'y connaît, c'était son métier. Mais ça prendrait des heures. Le résultat, enchaîna Léa, c'est que les populations en ont eu marre et se sont révoltées. Mais au lieu de se remettre en question en essayant d'améliorer ou de supprimer juste ce qui n'allait pas, tout en gardant ce qui était bien, les gens ont commencé à tout démolir, comme s'ils étaient devenus fous.
Et quand ils se sont un peu calmés, ils ont découvert qu'en fait, ils avaient tous besoin du système qu'ils avaient détruit. Et là, ça a fait très mal. C'est pour ça qu'on les appelle les 30 douloureuses? demanda Gaïa. Oui, c'est pour ça. Mais nous, on n'a pas mal, Objecta-t-elle en faisant slalomer entre les verres son petit vélo en fil de fer. C'est vrai qu'à Mulbach, on s'en est bien sorti. Grâce à Anne-Cécile, Laure, Grand-Papy, mon père, Malika. Énuméra Léa, dont la voix se brisa sur le prénom de sa belle-mère. Mais si tout le monde s'y était mis, chacun à son échelle, dès la fin des 30 désastreuses, au lieu de tout détruire, l'humanité serait tombée beaucoup moins bas. Hubert, Joël, Fred, Laure, Malika, mon père et beaucoup d'autres seraient sûrement encore là aujourd'hui. Il paraît que dans certaines villes, les gens sont encore obligés de se battre pour survivre. Mais ça s'arrange petit à petit. Les recycleurs nous ont dit tout à l'heure que la vie redémarre vraiment partout où ils passent. Alors, elles seront bientôt finies, les 30 douloureuses? Interrogea Gaïa. Hugo la serra fort dans ses bras. Oui, je crois qu'elles sont quasiment derrière nous maintenant. J'espère. Et maintenant, il est grand temps que tu ailles au dodo. Attends, il faut que je couche Zaza. Protesta-t-elle. Elle sauta des genoux de son père et alla ramasser sa poupée de chiffon sur le banc de la cuisine, tandis qu'elle l'installait confortablement dans le petit lit fabriqué jadis par son arrière-arrière-grand-père. Elle réfléchit à haute voix. Alors, Zaza, comment on va les appeler les prochaines années? T'as une idée, toi? On pourrait les appeler les 30 heureuses, proposa Hugo. Ou les 30 radieuses, suggéra Léa. Moi, j'aimerais que ce soit les 30 merveilleuses, s'écria Gaïa. Et pourquoi seulement 30 après tout? Intervint Élémile. Vous ne croyez pas que ça pourrait durer un peu plus longtemps cette fois? Léa poussa un petit cri. Elle venait de ressentir une violente contraction. À présent, c'était sûr, elle ne ramasserait pas les noix cette année.